J'ai fait une vidéo qui a fait 20 vues et qui m'a généré 240 euros. C'est un mix entre bon contenu, régularité, bonne niche. Ça suffit à faire des chocs à pic. Crée quelque chose et il se passera quelque chose, quoi. Pour le mois de novembre, j'étais déjà à un peu plus de 1500 euros. Et là, aujourd'hui, je suis à plus de 2000 euros et je suis en bonne voie pour atteindre les 3000 euros par mois avec mes chaînes. Je pense que pour nous qui avons fait de l'affiliation de plein de façons différentes, YouTube, c'est à la fois celle qui a la meilleure pérennité et qui te permet quand même d'avoir des résultats assez rapides. La deuxième chaîne, je tourne une vidéo, je la monte, je la poste. Le lendemain, je me réveille, elle avait fait 11 vues, j'avais fait ma première commission. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Franck et Anthony. Salut les gars. Allô. Hello. Mais nous avons aussi notre invité spécial du jour, Johan. Salut Johan, sois le bienvenu sur le Wizards Podcast. Salut à tous les gars et merci pour l'invitation. Plaisir. Bon, très content de te recevoir. Pour tous ceux qui ont déjà vu ta tête, c'est sans doute parce que, entre autres, tu crées pas mal de contenu sur le web. On aura l'occasion d'en reparler, mais aussi parce que tu étais speaker au Wizards Event cette année en ma compagnie sur la dernière conf du Wizards Event sur le sujet de YouTube plus affiliation. Et c'est le sujet justement du podcast dont on va parler aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais bien qu'on remette un peu le contexte sur qui tu es par rapport aux Wizards, Johan, parce que ce qui est très rigolo, c'est que notre rencontre, d'une certaine manière, fait partie en fait de la genèse du Wizards Podcast. Si on t'avait jamais rencontré, on n'aurait peut-être jamais fondé le Wizards Podcast derrière. Puisque pour la petite histoire, alors j'ai plus forcément les dates en tête, peut-être que vous les aurez de votre côté, je crois que c'est peut-être 2021, Ouais, il me je pense semble. 2021, ouais. 2021, on s'est rencontrés parce qu'à l'époque, avec Franck, on était très branchés sur tout ce qui concernait le blockchain gaming, etc. Et toi, il se trouve que tu étais créateur, donc youtubeur sur un jeu qui s'appelle Axie Infinity et qui faisait partie de cet écosystème-là. Et assez rapidement, on a cofondé un podcast, donc le premier podcast qui était là avant le Wizards Podcast, qui s'appelait Axie Froggies et qui en fait est juste la genèse de la suite, parce qu'en fait c'est là-bas qu'on s'est rendu compte que c'était très cool de tenir un podcast et que ça nous plaisait bien, ce petit rendez-vous hebdomadaire avec Franck. Et au moment où la blockchain, enfin tous les projets blockchain sur lesquels on était concentrés se sont pétés la gueule, comme c'est souvent le cas dans cet écosystème, on a décidé de s'extraire plus rapidement que les premiers bear markets avec Franck. Et du coup, on s'est retrouvé à se dire, bah, ça serait chouette de pouvoir fonder un podcast, mais cette fois-ci sur notre passion et notre taf commun depuis 2013, c'est-à-dire l'édition de site, l'affiliation, le SEO, etc. Et c'est ce qu'on a fini par faire avec le Wizards Podcast, mais qui du coup a été un petit peu propulsé par cette première expérience en ta compagnie, Johan. Donc très content de pouvoir te recevoir sur le Wizards Podcast. Et on a en plus plein de choses très très cool sur lesquelles on peut discuter aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter, même au-delà de justement ce qu'on a fait ensemble avec les Froggies. Ok. Voilà, je te laisse y aller. Ok, bah let's go. Bah moi, c'est Johan. Je suis développeur de formation. Sauf que en 2021, comme le disait Arthur, je me suis découvert une passion pour la création de contenu. Parce que j'ai découvert à l'époque un jeu qui s'appelait Axie Infinity, qui est un jeu blockchain. Et quand j'ai découvert ce principe de jeu dans lequel on peut gagner de la crypto-monnaie, des NFT, etc., je me suis dit, c'est génial, il faut que j'en parle au monde entier. J'avais vraiment envie de le partager. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé ma première vidéo. J'ai adoré faire ça. Et c'est une chaîne qui est toujours en ligne, qui s'appelle Johan GJ Jeux Crypto. J'ai réussi à monter jusqu'à un peu plus de 8000 abonnés. Au pic vraiment de la hype, je faisais plusieurs dizaines de milliers de vues par vidéo. Donc, c'était très cool. Mais malgré ça, j'ai jamais réussi à générer plus de 200 euros de Google Ads, de revenus Google Ads par mois via cette chaîne YouTube. Alors, j'avais des deals à gauche, à droite en direct avec certains projets et tout, mais ça volait pas très haut. Et en plus, vu que c'est bourré de scams et que je montrais ma gueule sur cette chaîne, je prenais vraiment très peu de risques et je travaillais vraiment qu'avec les projets auxquels je croyais, quoi.
Donc voilà et ce qui a changé, un peu ma ma vie de créateur de contenu et c'est aussi la raison pour laquelle, je suis là, c'est, le fait d'avoir, appliqué, la méthode Wizards, d'avoir capitalisé en fait sur l'expérience de créateur de contenu que m'avait, que m'avait, insufflé, cette expérience sur ma chaîne YouTube avec, toute la méthodologie de monétisation de l'affiliation que, j'ai pu, apprendre, via votre formation. Pour information, Johan, toi qui as, un petit peu expérimenté du coup la création de contenu et le sponsoring, même si tu l'as dit, c'est un peu délicat dans cette sphère-là parce qu'il y a beaucoup de trucs border et c'est compliqué, j'imagine, de slalomer, pour éviter d'impacter ton image avec des trucs de merde, même si certains ont assez peu de scrupules Scrupule. pour ça. Mais voilà, disons que quand à partir du moment où on monte sa gueule, c'est sûr, c'est quand même plus Ouais, c'est malin les borders. de pas trop tamponner les gens derrière. Hem C'était payé combien? Même pour un projet legit, j'entends, hein, tu vois, pour, que les gens puissent aussi se projeter un petit peu sur une vidéo qui à l'époque, je sais pas combien de vues tu faisais sur ce type de vidéo, mais sur un placement d'une minute ou, tu vois, si tu peux nous donner un peu les chiffres, de ce type Ouais. de sponsoring? Bah, en général, vu que en fait, quand je faisais des vidéos qui sortaient des jeux vraiment populaires et donc du coup, je faisais une vidéo dédiée sur un jeu sur lequel on me payait pour parler, ça faisait quand même beaucoup moins de stats, Mmh. je prenais, 1 500 € la vidéo dédiée. OK, ça marche. Et quand c'était et tu as déjà fait des placements? Tu vois, sur une théma genre, imaginons, tu continuais de parler d'Axi qui faisait un peu plus de vues et tu avais un placement d'une minute, c'était rémunéré comment ça? Alors ça, je l'ai fait une fois et c'était au moment où ma chaîne vraiment, déclinait donc du coup, je l'ai inclus dans un package où j'ai aussi fait une vidéo dédiée, sur le projet donc Mmh. 1 500 € aussi, quoi. OK, intéressant. Top. Et tu as déjà reçu des off scam juste pour voir la différence, non, de rémunération, tu vois? Hem, non. Mmh. Enfin, en fait, moi, les offres scam que je recevais, c'était pour me scammer moi, tu vois? C'était en mode: «Ouais, on a sorti Ah! un nouveau jeu, télécharge le point .exe, machin et OK, Ah OK, d'accord. d'accord. on travaillera ensemble et tout, quoi». OK. Chaud, bah, c'était une bonne question pourtant, mais tu jamais eu d'offres en direct de trucs un peu border qui étaient là: «Ouais, vas-y, nous, on t'arrose», mais Non, ou alors, en tout non? cas, genre, je me suis arrêté au, bonjour où ils me présentent, le Mmh. projet, Ouais, machin et tout. En faisant un tour sur leur site, je me rendais compte que c'était, que de la merde, mais je suis jamais allé au point de voir combien ils me OK. proposaient, quoi. ça marche. Mais ouais, je Franck, pense qu'il y a moyen de bien manger. Ouais, bah, je pense qu'on peut enquiller direct sur la création. sur la création de contenu? Bah, ouais, Bah, je pense. tu vas pouvoir nous refaire l'histoire du coup, Yoann, tu l'as dit. Tu rejoins l'académie là où, bah, là, le gros avantage d'ailleurs pour la petite info, tu as, ton propre petit module sur le montage vidéo à l'intérieur de la Wizards Academy. Donc tu es pas né de la dernière pluie là-dessus, tu avais déjà une vraie expertise, une vraie expérience et plein de choses, plutôt chouettes quand tu as envie derrière de monétiser, YouTube avec de l'affiliation. Ça a été quoi du coup le qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une chaîne qui, et d'ailleurs il y a toute une partie où je sais plus si tu en as parlé, mais tu as bossé aussi pour Oui. un média crypto, assez connu en France, s'appelle Cryptost et où tu as, publié pas mal de vidéos sur leur chaîne et cetera. Donc tu avais vraiment cette casquette du créateur de contenu, mais du coup un créateur de contenu qui jusqu'alors était rémunéré grâce, ben, pour ses prestations de créateur de contenu directement ou tu l'as dit dans certains rares cas de sponsoring et avec des mois AdSense qui dépassent pas les 200 balles. Donc dans la majeure partie des cas, les gens quand ils pensent YouTube, pensent publicité, pensent AdSense, et donc faut faire des vues pour que ça soit rentable et les gens dans leur tête, il y a aussi ce truc de 1 € les 1000 vues qui est toujours très tenace alors qu'en fait on en est bien loin aujourd'hui. Les CPM, ont largement augmenté donc aujourd'hui on est bien plus haut. Ça dépend évidemment des thématiques, mais il y a beaucoup de thématiques où on est beaucoup plus haut que ça. Typiquement, tout ce qui va être thématique business, thématique finance, c'est, Heu, très je me suis posé facilement. la question la dernière fois, les lives, c'est rémunéré ou pas? C'est les rediffs de live, je pense qu'ils sont rémunérés parce que c'est OK, sur les rediffs que tu as les pubs, si je dis OK. pas de bêtises. Je sais pas si comme sur Twitch, tu peux lancer de la pub pendant que tu es en live sur Peut-être, YouTube hein. pour toucher des miettes, mais bon, en général, c'est tellement mauvais parce que à partir du moment où tu lances une pub, tu perds la moitié de ton Mmh, audience, enfin, OK. tu as Ouais, très peu d'intérêt à le faire, quoi. ouais. Mais voilà et donc qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est différent entre le moment où tu fais tout ça et
financièrement, c'est a priori pas l'euphorie et le moment où tu passes dans l'affiliation, c'est quoi qui change concrètement en tant que créateur de contenu? Bah, en fait, moi, le déclic que j'ai eu, c'est que, bah, comme tu le disais, moi, quand je me suis lancé sur YouTube, je pensais vraiment que le modèle principal, c'était, les Google Ads et que c'était comme ça que, on gagnait sa vie sur YouTube, principalement et le plus facilement, quoi. Et j'avais déjà enfin et pour moi, quand je pensais affiliation sur YouTube, je pensais, bah, aux youtubeurs que je regardais. Souvent, c'était des youtubeurs tech qui font de l'affiliation Amazon, où Mmh. tu touches, des miettes quand les gens, achètent les produits hors de prix que tu mets, en avant, quoi. Et j'avais vraiment l'impression qu'il fallait, dans tous les cas, faire du volume pour pouvoir, bien gagner sa vie sur YouTube. Et le déclic que j'ai eu avec, la formation, c'est que, bah, j'ai découvert en fait, tous les programmes de formation, enfin tous les programmes pardon d'affiliation qui, te filaient des, 15-20 si ce n'est plus % de commission. Et ça couplé à la bonne niche en fait, bah, ça fait vraiment des miracles. Et là aussi où j'avais sous-estimé certains contenus, c'est, tous les contenus en fait qui vont vraiment cibler une intention de recherche et Mmh. d'achat. Et ça, c'est vrai que j'avais pas percuté, mais faire une vidéo qui fait 20 vues, genre moi, j'ai concrètement vu l'exemple sur, une de mes chaînes. J'ai fait une vidéo qui a fait 20 vues et qui m'a généré 240 €. Parce qu'il y a eu 2 personnes qui ont acheté le produit que je mets en avant et c'était des commissions de 120 balles, quoi. Alors que vu de l'extérieur, avant de me lancer dans l'affiliation, moi, je voyais des chaînes qui bombardaient des vidéos avec des liens d'affiliation en description. Les vidéos font moins de 100 vues. J'étais en mode: «Mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Pourquoi ils bourrinent comme ça depuis des mois? Ça se voit que ça marche pas, les gars, faut arrêter». En fait, non, derrière, ça brasse si, les produits sont bien vendus, ça fait le taf, quoi. Ouais, tu fais bien de le dire, parce que je pense que c'est quelque chose qui est un peu invisible vu de l'extérieur, c'est cette notion d'intention, et de positionnement. Bah, nous, à la base, on est SEO, donc c'est un peu la même chose, hein. Ça fait des années qu'on fait des articles, avis plus le nom de la marque, avis plus le nom du produit, meilleur plus un classement avec les meilleurs VPN, les meilleurs machins, et cetera. Parce que toutes ces marques, toutes ces choses-là rémunèrent en affiliation et qu'en fait, les gens qui vont taper meilleur détecteur d'IA, par exemple, aujourd'hui, tombent sur le site Les Wizards, vont aller cliquer sur l'un des détecteurs d'IA, prendre, un abonnement et hop, nous, on prend notre commission derrière. C'est vraiment le principe même de l'affiliation et en fait, pour que les gens puissent bien comprendre la nuance, vous avez aujourd'hui, par exemple, je sais pas moi, une requête sur, notre avis sur ce vélo, électrique ou avis sur les meilleurs vélos électriques en 2026, les meilleurs vélos électriques à moins de 1 000 € en 2026. Ça, c'est une requête ultra intentionnelle avec une intention d'achat derrière et donc c'est ultra intéressant en affiliation. Là où on pourrait avoir le même contenu derrière, ou sur une vidéo où genre, je sais pas, j'ai acheté mon premier vélo électrique et tu as quelqu'un qui est là pour le coup, enfin, c'est sans doute pas le bon exemple. Je sais pas si l'un d'entre vous a un meilleur exemple là-dessus, mais en tout cas, il y a une vraie histoire d'intention qui est super importante et avec très peu de vues, comme tu l'as dit, bah, en fait, vu que les vues qui sont là, c'est des gens qui sont ultra qualifiés, c'est pas du tout les vues qui sont importantes sur ce genre de niche, surtout quand la commission, c'est 120 balles, quoi. Plus vous faites de vues, mieux c'est évidemment, mais en réalité, avec très peu de vues, vous pouvez déjà faire de l'argent. Et ça, c'est vrai que, bah, toi, je me souviens très bien quand tu as fait tes premières commissions qui sont arrivées rapidement, tu halluciné un petit peu, tu sais: «Putain, c'est dingue». Ouais, vraiment. Parce que justement, il y a tout ce passif de créateurs de contenu qui bossaient sans affi, qui monétisaient différemment en tout cas et qui a toujours eu besoin de ces vues-là pour avoir un peu d'impact financier. Là où au final, sur les bonnes requêtes, c'est faisable sans et en plus de ça, sans se montrer et ça aussi, c'était la petite particularité et on l'a déjà compris d'ailleurs, parce que tu l'as déjà dit au sein de ce podcast, mais a priori, tu as plusieurs chaînes, Yoann, aujourd'hui? Ouais, exactement, ouais. Et j'en ai, 2 sur lesquelles je montre ma tête et une sur laquelle, je montre pas ma tête, actuellement. OK, et tu as d'autres projets de chaîne ou ça s'arrête là, pour le moment? Ouais, ouais, bah, là, vu que j'ai réussi à pas mal, huiler mes process et donc à gagner du temps et pouvoir générer, enfin créer plus de contenu. Là, aujourd'hui, j'étais en train de faire de la R&D pour, essayer de lancer une chaîne sur une autre niche en mode full auto. Donc OK. heu, donc voilà, de la création du script au, tournage, au post, à la miniature et tout. Donc Pour la voix, temps de la voix, mais tu le ferais, comment? bah, la voix, alors au début, j'avais utilisé les voix basiques de Eleven Labs, mais elles étaient pas convaincantes du tout.
Du coup, j'ai fait un clone de ma voix et là, ça passe OK, mieux, c'est plus naturel donc OK. Et Et elle est mais cool? en Il est clone de cool voix, le tu clone? écris quand même? C'est pas toi qui speak? Enfin, tu es en non, tu c'est pas moi qui speak. Genre, OK, tu fais ton clone de voix, Eleven Labs, ça te dit de lire, tout un pavé, pour, vraiment s'imprégner de ta voix et ensuite, bah, là, je fais générer, le script par IA qui le balance à ma voix et boum, ça le fait OK, naturellement et franchement, ça ressemble assez bien à ce que je fais, quoi. Tu OK, les trop voix de bien. Mistral, l'outil de cloning de voix de Mistral qui est pas dégueu aussi, pour OK. Ouais, info et qui mérite d'être essayé en tout cas, dans ta R&D. et c'est Franck qui le dit. Franck qui recommande Mistral, c'est vous dire. Ouais, c'est dingue. Hem, Je rebondis par rapport à ce que tu disais parce que tout à l'heure, Arthur, quand tu disais, il y a un peu un monde entre les youtubeurs, tu vois, ça me fait un peu penser avec Amazon KDP quand on en parle avec Nico et que Nico, il dit: «Tu as les auteurs déchus». Tu sais, les auteurs qui veulent faire des espèces de romans et qui parlent de tout, enfin, qui parlent d'un truc un peu abstrait et tout. Là, c'est pareil que les youtubeurs qui essayent de se lancer, de faire des vues sur des concepts et des trucs comme ça, alors que, bon, c'est compliqué de se démarquer et la version entre guillemets «SEO» qui est un peu aussi, Nico, ce qu'il fait sur KDP, où tu choisis une thématique et tu vas, je sais pas moi, faire, vraiment un truc précis que des gens peuvent rechercher, genre un livre de recettes, pour ton, de 100 recettes que tu peux faire au rice cooker, quoi. Bah, toi, c'est un peu ça, où tu fais vraiment une chaîne YouTube et avec des vidéos très précises qui vont répondre à des gens très précis et à qui tu vas pouvoir pousser ton affiliation et faire 20 vues et gagner 240 balles avec. Chose qui paraît complètement, impossible d'un point de vue extérieur quand tu connais pas le business, que tu connais pas l'affiliation. Alors que nous, aujourd'hui, ça c'est cool, hein, c'est top, mais ça paraît enfin, tu te dis: «Ouais, c'est possible», tu vois? Non, c'est clair. Et ouais, c'est assez ouf. Vu que, je sais que tu communiques sur tes chiffres, est-ce que tu peux, pour que les gens se rendent compte quand même, nous dire en combien de temps tu as fait tes premiers résultats? En combien de temps tu as fait, par exemple, un 0 à 1 000 € par mois, ce qui commence à être déjà direct, assez stylé? Et en gros, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu t'es lancé et combien ça te rapporte, tu vois, mensuellement ou voilà, tu peux donner des fourchettes ou des chiffres précis, c'est toi qui es libre de faire comme tu veux. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, sur, ma chaîne Yoannafi, je donnais mes chiffres précis au fur et à mesure que je les faisais, donc il y a aucun souci. Donc moi, quand je me suis lancé, mi-octobre, de l'année dernière, en 2 semaines, j'avais fait ma première commission sur ma première chaîne. Alors c'était une commission de, 20 balles, hein, c'est pas grand-chose, mais ça montre vraiment le déclic que, OK, la méthode, elle marche et il y a juste à la poncer jusqu'au bout. Et les premiers 1 000 €, je ne sais pas en combien de jours exactement je les ai faits. Je pense que c'est en une quarantaine de jours. Mais je sais que, bah, du coup, la première moitié d'octobre, quand je me suis lancé, j'avais fait 40 €. J'ai fait que, 2 commissions, quoi. Et dès, novembre, j'étais déjà, pour le mois de novembre à, 1 un peu plus de 1 500 €. Et ensuite, à partir de là, ça a fait que grimper. Je battais mon record, je bats toujours mon record, un petit peu plus chaque mois et là, aujourd'hui, je suis à, plus de 2 000 € et je suis, en bonne voie pour atteindre les 3 000 € par mois avec mes chaînes, quoi. OK, donc en, 6-8 mois quoi, en gros? Ouais, Parce que là, quand on enregistre, on est en juin 2026 et donc toi, tu parles de novembre-décembre 2025 donc exactement, ouais. OK. En Ouais, fait, c'est comme vrai que j'ai eu quoi une assez grosse, ascension dès le début parce que passer directement à 1 500 € dès le deuxième mois, je m'y attendais pas du tout tu as dû te et dire: «Je vais prendre 1 500 € par mois de plus, dans un an, je suis à 15K mois et bah, c'est c'est ça! parti». Moi, je me suis dit: «La fusée, elle part tout droit, let's go!» Ah, j'avoue. Et mais là, ouais, la progression est vraiment, plus, raisonnable, quoi, on va dire et bah, je bosse un maximum pour, faire en sorte que ça continue, quoi. Est-ce que justement aujourd'hui tu es dépendant du nouveau contenu que tu sors pour stabiliser ou faire monter ton chiffre? Ou est-ce que tu as vraiment ce côté organique qui alimente d'une certaine manière cette ta visibilité et qui alimente du coup les résultats que tu vas avoir en affiliation derrière avec tes partenaires? J'ai 100 ce côté, organique. Parce que là, je Ouais. sais que, encore mes premières vidéos, elles marchent encore très fortes et elles continuent de faire de l'argent, quoi. Donc c'est Alors dans ce vraiment cas, peut-être que tu en as déjà conscience, mais ça aidera peut-être ceux qui nous écoutent. Fais très attention parce que tu es exactement dans le scénario parfait où inconsciemment, tu vas commencer à croire que tout ça est acquis. Et dans la réalité, même si c'est sûr que c'est globalement un truc qui est plus acquis par rapport au fait que c'est sur YouTube
et que tu es pas sur Google et que Google a tendance à plus te taper sur les doigts ou en tout cas plus régulièrement, sache que nous 3 ici avec Anthony et Franck, c'est le genre d'erreur par lesquelles on est passé maintes et maintes fois. C'est le genre d'erreur qu'on voit dans la Wizards Academy avec des gens qui prennent les choses pour acquis, du coup lèvent un petit peu le pied ou vont aller focus autre chose parce que, bah, de toute façon cette chaîne-là, elle tourne déjà pas mal et puis là et en fait, voilà, faut pas, faut ré globalement rien lâcher ou en tout cas toujours t'assurer d'avoir de la régularité et de pas, trop lever le pied sur ce qui fonctionne et ça, c'est valable pour toi, c'est un conseil que je te donne à toi, mais c'est valable pour tous ceux qui nous écoutent. C'est assez naturel, en fait, ce stade où, surtout quand tu as une montée un peu fulgurante et où ça commence un peu à se stabiliser, tu dis: «Bon, est-ce que je suis pas dans une sorte de petit plafond?» Enfin, tu vois? Est-ce que j'ai vraiment encore un intérêt à aller, charbonner comme un zinzin sur ce truc-là, plutôt que d'aller chercher autre chose? Ça peut être tentant, mais dans la réalité, il faut rien lâcher. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus les gars de Ah bah, c'est sûr. Puis tu pas à l'abri d'un concurrent, même hors même, Go YouTube, tu vois? Un mec qui charbonne plus, peut-être que sur le long terme, il te mangera, tu vois? Mmh mh. Tu ça, tu pas à l'abri que ta vidéo d'un seul coup elle arrête de reach Mmh. et au final, voilà. D'ailleurs, ça me fait petit aparté par rapport à ça, mais je trouve quand tu as des vidéos qui fonctionnent bien sur un sujet, c'est cool tous les 6 mois ou un an de la refaire mmh, en faisant le même sujet au final et je vois que les gros youtubeurs, ils font tout ça. Tu prends un Yomi Denzel et il a dû faire je sais pas combien de vidéos, lance ta première boutique, ou le guide A à Z, du e-commerce. mmh, Je pense à Hervé avec, YouTube Business, tu vois? Qui très régulièrement, enfin ou plusieurs fois en tout cas, fait une vidéo, je sais plus, genre, comment atteindre 100 000 abonnés sur sa chaîne et je crois il a plusieurs fois cette même vidéo parce qu'au final, quand tu as un sujet qui marche, bah, juste elle est réadaptée un peu plus, mmh. tu vois? Tu refais la même vidéo tous les, 6 mois, un an et en fait, les gens la regardent et elle est repoussée par l'algo et quand tu as des vidéos, winneuses, comme on pourrait dire, un peu comme les produits winners des dropshippers, bah, là, que tu as une vidéo winneuse, je trouve que c'est cool de potentiellement recapitaliser dessus et être remis en avant et refaire, tu vois, d'avoir plusieurs fois un peu le la même vidéo, avec parfois peut-être un angle légèrement différent, mais bon, voilà. Ouais, carrément. Bah, ça, je le vois au niveau de mes concurrents, enfin, même si sur YouTube, j'appelle pas ça vraiment de la concurrence, mais effectivement, moi, ma vidéo qui marche le mieux, sur le long terme, bah, eux, ils la font peut-être 3 fois par an, alors que, bah, le contenu en soi, il bouge pas parce que ça reste exactement la même chose, mais ils la font 3 fois par an et elle fonctionne et voilà, quoi. Ouais, c'est assez ouf, ça d'ailleurs, je trouve. Mais c'est bien, ça permet de parfois je pense que tu en as une qui se place en plus, chose que peu de gens prennent en considération, mais tu as le fait d'être positionné sur YouTube, de ranker sur YouTube, mais tu as aussi le fait que certaines vidéos peuvent se positionner dans les résultats de recherche de Google Mmh. et les blocs vidéo sur Google sont de plus en plus présents, de plus en Mmh. plus visibles et tu as plein d'affiliations ou enfin, tu as plein de sujets en tout cas où les gens peuvent rechercher quelque chose dont un produit en affiliation, en gros, peut être une solution pour eux et parfois tu vas ranker, top 3 avec ta vidéo alors que te positionner ici avec un site, par exemple, un vrai article sur un site, bah, limite ça serait impossible et là, avec une chaîne YouTube qui est grosse sans être grosse, en fait, mais juste qui répond bien, à cette requête-là et avec une vidéo YouTube qui répond bien, en fait, tu peux aller chercher des positions qui t'auraient coûté, cher à aller chercher en SEO et ça, c'est à pas négliger, je trouve aussi. Tu as checké toi, dans ta chaîne, si tu en as où tu te positionnes bien en SEO? Bah, justement, là, ça a éveillé ma curiosité. Il faudra que j'aille voir dans les analytics. Alors, j'en ai qui se positionnent bien en SEO, c'est sûr, en SEO YouTube, parce que, il y a beaucoup de mes vues qui proviennent de la recherche YouTube. Mais de la recherche Google, ça, j'avoue, je sais pas. Je jette un coup d'œil et je vous dis dès que j'ai ça. Tu as même, maintenant, tu as même des shorts qui peuvent se placer Mmh. et c'est vrai que toi, tu fais aussi des shorts, d'ailleurs, tu as une stratégie de short, toi? Ouais, exactement, ouais, j'ai une stratégie, short, SEO, en fait, pour essayer parce que en fait, les shorts, enfin, je me suis rendu compte que les shorts en SEO, sur YouTube, quand on fait une recherche, quoi, parfois, ça arrive que les shorts pop avant même n'importe quel autre format long et
moi, ce que j'ai observé sur, une de mes premières vidéos, j'avais dit: «OK, vas-y, je sors ma vidéo longue» et vu que j'avais, 0 abonné et tout, je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais aussi lancer des shorts en parallèle», notamment pour sortir de la sandbox que, tu évoques, souvent, Arthur, qui est qu'à partir, enfin, pour que YouTube te fasse confiance, il faut que tu accumules, certaines métriques et notamment des abonnés et vu que, bah, c'est plus facile de choper des abonnés en faisant des shorts, puisque les shorts sont, facilement poussés par YouTube, je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais coupler ma vidéo longue avec des shorts» et en fait, mes shorts vont servir de trailer à ma vidéo longue et je vais aussi capitaliser sur le fait que sur YouTube, il y a une fonctionnalité qui s'appelle vidéo similaire. C'est-à-dire que sur un short, on peut lier une vidéo longue et donc en un tap, les gens se retrouvent sur la vidéo longue que vous avez liée. Donc je sors le trailer, 5 à 7 trailers par vidéo, pour donner un exemple, je sais pas, si jamais je sors, une vidéo sur, des protéines que je mets en avant, bah, du coup, la vidéo, ce serait enfin le short, ce serait, 90 des protéines que vous achetez dans le commerce, c'est de la merde pour telle, telle, telle raison. Si vous voulez savoir quoi acheter à la place, regardez ma vidéo complète juste ici et là avec mon doigt, je pointe, l'endroit où les gens doivent appuyer et pour rediriger ce trafic vers mon vidéo long enfin vers ma vidéo longue et en fait, ça marche super bien parce que sur la plupart de mes vidéos, j'ai entre 14 et 20 de mes vues qui proviennent de mes shorts. Mmh. Donc c'est clairement pas négligeable, y compris sur et là je parle pas des stats de, mes petites, vidéos ou quoi, même sur ma vidéo, qui fonctionne le mieux, actuellement, je crois que je suis à 14 de mes vues, elle est à plus de 8 000 vues, qui proviennent, de mes shorts. Donc c'est, potentiellement assez puissant, quoi. Tiens, et vu que tu dis que ta principale vidéo, elle fait 8 000 vues, tu as, calculé combien elle t'a rapporté cette vidéo? Tu as un tracker qui te permet de traquer à la vidéo combien ça te rapporte ou pas? Heu, alors en théorie, oui, mais ce tracker, j'ai l'impression qu'il a un peu pété parce que enfin, dans la majorité des cas, il arrive pas à retracer l'origine, en fait. Ah ouais, OK. Donc j'ai le nombre de clics sur le lien que j'ai mis sous cette vidéo, mais j'ai pas le nombre réel de Mmh. conversions. OK. Mais tu aurais une grosse fourchette, tu penses qu'elle t'a rapporté à elle toute seule peut-être, 1 000 ou 2 000 balles ou plus, un truc comme ça? Ouah, sur une grosse fourchette, franchement, je pense, peut-être 5 000, hein, depuis le début. Parce que Ah ouais, OK. c'est une de mes premières vidéos. C'est celle OK. qui fonctionne le mieux, où j'ai le plus de clics donc Et en combien de temps tu l'as fait? bah, franchement alors à l'époque, je maîtrisais peut-être pas autant le sujet, du coup, je me reprenais un petit peu plus, mais max une journée. Pas dégueu. On est loin des CPM de youtubeurs traditionnels, hein. Ah ouais, clairement. Bah, quand, je faisais, du Google Ads sur, ma chaîne YouTube là, moi en plus j'étais sur une bonne niche parce que la crypto, tout ce qui est finance, Mmh. ça paye relativement bien. Je crois que j'étais peut-être sur du un peu plus de 10 € de CPM ou un peu Mmh. moins par là. Alors que là, j'avais fait le calcul la dernière fois, je suis à plus de 300 de RPM là, Ouais, bah, ça m'étonne pas. sur ma chaîne YouTube donc Et RPM pour les non connaisseurs, ça veut dire, revenu pour 1000, en gros en français, et donc c'est combien pour 1000 visiteurs, enfin 1000 vues sur votre vidéo, combien ça vous a rapporté? Et c'est sûr que là, le calcul est pas le même, quoi. Enfin, non. le chiffre est pas le même, ça fait un peu plus plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai envie de balancer ça, mais, en gros, je sais pas si vous l'avez vu passer, je vois de plus en plus de contenu de youtubeurs, même des gros youtubeurs, qui parlent de bagnole, qui parlent de car vertical. Vous avez déjà vu, Ouais. cette affiche-là? Ouais. Je me Mais demande à c'était quel un truc point, crypto, Care Vertical, non? Ah sérieux? ouais? À l'époque. Bon, peut-être que OK, je me trompe, mais Non, c'est le truc pour suivre, voir si ta voiture là, que tu accidentée et tout. ouais, et je me demande si à quel point c'est bien payé et tout, mais dans la mesure où je vois plein de mecs faire des contenus, faire des shorts, faire des trucs qui ont pour objectif de pousser le quart vertical, je me dis que ça doit être plutôt cool. Donc à voir pour ceux qui veulent essayer. Je me rends pas compte, mais je pense que je grille personne ici en parlant de ça, donc je me suis dit, j'allais en parler. tu sais, j'ai vérifié, Care Vertical, c'était bien une crypto à la base, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. OK. Ah ouais, ouais, parce que je me rappelle très bien de ce projet, je me rappelle de gens, qui étaient dessus. Alors je sais pas, en tout cas le nom Care Vertical, était un projet crypto, et je crois que le projet était à peu près le même. C'était en gros, pouvoir faire du tracking de choses sur les voitures,
Mmh. partout en Europe, je crois, au début, ou peut-être partout dans le Bah, monde. c'est ça au final. Ouais, c'est Et peut-être la même chose. dans ce cas-là, c'est peut-être pareil, mais du coup, le quart vertical, la crypto, elle est morte, hein. Mais tant mieux si le projet marche bien, c'est le principal. Ouais, de ouf. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors de quoi donc tu as parlé de tes shorts, Johan. Aujourd'hui, c'est quoi ton si tu devais donner un petit peu une recette, on va dire là, demain, tu te lances sur une nouvelle niche de marché. Comment est-ce que tu trouves du contenu pertinent à exploiter sur cette niche-là? Quels sont tes réflexes, tu vois, quand tu arrives pour arriver sur ton marché et essayer d'exister dessus le plus rapidement possible? Alors, Comment tu bosses? moi, ma strat, c'est bah, déjà, j'identifie ma niche. Je vais voir ce que font les concurrents sur ma niche, que ce soit en France ou à l'étranger. Enfin, quand je dis à l'étranger, c'est principalement le contenu anglophone. Avec des outils comme One of Ten, que tu as souvent évoqué, Arthur, ça me permet de détecter en un clin d'œil vraiment les sujets qui performent chez mes concurrents. Donc, tout ça, je note. Je note toute la liste de sujets que je vais devoir aborder. Ensuite, je crée ma chaîne YouTube, tout ce qui est logo et tout. Bon, bah, avec ChatGPT, c'est fait en 2 minutes. Je me casse pas la tête sur le nom, et cetera. J'essaye quand même de trouver un nom sur lequel le nom de domaine est libre aussi, pour lancer potentiellement, même si je le fais pas toujours en même temps, mais un site web plus tard. Ensuite, je vais trouver mes affiliations. Donc, soit parce que je connais un peu la niche et donc je sais quel produit fait quelle affiliation, soit tout simplement, bah, je vais voir les vidéos de mes concurrents, je vais voir leurs liens affiliés et je postule. Et ensuite, bah, je me mets au charbon. Je poste mes vidéos long format avec une stratégie d'au moins une vidéo longue par semaine, 2 dans le meilleur des cas. Hem, Après, c'est vrai que sur ma dernière chaîne YouTube où je me suis lancé, vu que j'ai pas réussi à choper des affiliations tout de suite, parce que tous les partenaires me demandaient de poster du contenu d'abord, j'ai commencé avec un rythme «lent» entre guillemets, de une vidéo par semaine. Comme ça me permettait de pouvoir postuler et ensuite une fois que j'ai, de l'affiliation, bah, là, je peux, charbonner et poster 2 par semaine. Et ça me fait un peu chier de poster du contenu «dans le vent» entre guillemets, quoi. Et à chaque fois que je poste une vidéo, je chope le transcript de ma vidéo avec un outil comme Riverside. Donc je glisse ma vidéo dans Riverside, il me ressort le transcript de ma vidéo, je le donne à ChatGPT. Je lui dis fais-moi 5 scripts, entre 5 et 7 scripts de shorts qui ont pour vocation à mettre en avant, à donner envie aux gens de regarder ma vidéo longue. Et ensuite, j'enregistre mes shorts, je les poste, j'en poste un par jour. Et rebelote la semaine suivante, une vidéo, 7 shorts, une vidéo, 7 shorts, et ainsi de suite. OK, trop bien. Je crois que tu en as parlé un petit peu au début, mais tu as fait tout un système qui te permet d'accélérer sur ta création de contenu, notamment sur le montage. Tu l'as dit aussi, à la base, toi, tu es développeur, et je le sais, tu utilises, Claude Code au quotidien. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que tu as implémenté qui a pu te permettre d'accélérer sur tout ça? Alors ce qui m'a permis d'accélérer, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand je me suis lancé là en octobre, je faisais absolument tout à la main. Que ce soit la rédaction du script, aller chercher, les vidéos concurrentes, le montage, absolument tout. Même la miniature, je la faisais à la main. Mmh. Alors que je suis pas graphiste, hein, mais bon, je bricole un peu sur Photoshop. Et donc là, maintenant, bah, mes scripts, vu que j'avais déjà rédigé pas mal de scripts moi-même à la main, j'ai pu entraîner, mon IA, donc ChatGPT, pour, rédiger des scripts qui collent à mon style avec un phrasé, qui se rapproche de mon phrasé naturel, à l'oral. Heu, je dois toujours repasser derrière, c'est un peu chiant parce que c'est pas parfait, mais bon, ça me fait gagner déjà un temps fou. Ensuite, au niveau du montage, là où je gagne énormément de temps, c'est depuis que j'utilise, un skill qui s'appelle Hyperframes, sur Claude Code. C'est un skill que Agen fournit, Mmh. donc c'est gratuit. Et en fait, ça va s'occuper de faire tout ce qui est motion design. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait d'animer, des textes, faire bouger des graphiques, des objets, et cetera. Ça, c'est méga puissant parce que je sais que moi, dans pas mal de mes niches, je vais avoir des vidéos explicatives. Et pour ça, en fait, c'est juste incroyable d'avoir un visuel sur lequel, on peut s'appuyer quand on donne une explication. Avant, quand je le faisais à la main, c'était déjà d'une moche et en plus, ça me prenait énormément de temps. C'était vraiment un calvaire.
Alors que là, ça me fait toute la timeline en direct. Je laisse bosser mon Claude Code. Je peux bosser déjà sur une autre vidéo. Et je lui demande aussi d'intégrer des b-rolls venant de Pexels, qui est une librairie d'images libres de droit gratuite. Et vous pouvez choper des clés API gratuitement en vous créant un compte dessus. Donc ça aussi, c'est bien puissant. Et alors, par contre, c'est pas une solution clé en main en mode je demande à Claude Code de me faire le montage, la vidéo est prête, je la poste direct. En fait, Mmh. il va me faire un XML qui va répertorier et qui va me faire toute ma timeline en fait. Et ce XML, je le mets dans mon logiciel de montage. Et là, j'ai tout qui est déjà prépositionné, qui est déjà tout prêt. Et je vais juste pouvoir déplacer des trucs s'ils sont pas très bien alignés, en supprimer, en rajouter des transitions, de la musique, etc. Et déjà, rien que ça me fait gagner un temps fou. Et pour donner une petite idée, quand j'ai commencé en faisant tout à la main, j'avais la bande passante pour faire uniquement 2 vidéos par semaine. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, je peux en faire, alors ça va dépendre des formats, mais je peux en faire entre 1 à 2 par jour. Ah ouais. Ok, ouais. C'est vrai Et que en c'est automatisant aussi la miniature avec le nouveau modèle de ChatGPT, là, il fait des trucs méga propres. mmh. Ça, pareil, je gagne un temps fou. Avant, pour un rendu dégueulasse, je mettais 45 minutes, alors que maintenant, pour un rendu pro, je mets à peine 3 minutes, quoi. J'ai une petite question par rapport à Hyperframe, rapidement. Moi, alors en effet, c'est génial ce skill, c'est très chouette que tu en parles. Skill, gratuit qui a été mis en place par Agen comme tu l'as dit. Moi, ce que je peux lui reprocher ou en tout cas la question que je me pose quand tu me dis que tu utilises ça, c'est à quel point, et ça j'ai pas trop testé, tu peux personnaliser le motion design. Exemple, par exemple, si tu as un code couleur, quelque chose à chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose avec Hyperframe, c'était chouette, mais tout se ressemble, j'ai l'impression. Et donc j'ai un peu cette crainte qu'entre, Yoann qui va créer un contenu et moi qui crée mon contenu, on ait un peu les mêmes animations au final. Bon, c'est mieux que rien, hein, mais est-ce qu'il y a moyen de personnaliser et de dire: «Bah, moi, j'aimerais bien que tu fasses un peu dans ce style-là» et cetera? Ou pas trop? Alors moi, je sais que, vu que, j'ai différentes chaînes dans différentes niches avec, des DA qui n'ont rien à voir, à Mmh. chaque fois, je lui ai dit: «Bah, voilà, là, j'ai une chaîne qui parle de telle niche, fais-moi plusieurs propositions, de DA». Et donc là, il va me faire un fichier HTML que j'ouvre dans mon navigateur et je Mmh. peux voir différents exemples. Je lui dis: «Bon, bah, voilà, je veux ce style-là pour cette chaîne, ce style-là pour cette chaîne» et cetera. Par contre, c'est vrai qu'après, je suis pas allé au-delà de cette personnalisation, donc tous les graphiques vont peut-être un peu se ressembler. Mmh. Toutes les animations vont être un petit peu dans le même style et je sais pas, c'est vrai, à quel point on peut aller, fine tuner ça et faire Mmh. en sorte d'avoir quelque chose de vraiment unique. Moi, dans mon cas, je m'en fous un peu, en tout cas pour l'instant, mais voilà. OK. Moi, j'ai la question, si tu te mettais dans la peau vraiment d'un débutant là qui nous écoute, Ouais. et qui se dit: «OK, Yoann m'a convaincu, j'ai envie de me lancer». Moi, par exemple, je suis, passionné de je sais pas moi, de l'IA, tu vois? J'adore tester les nouveaux outils IA, les SaaS, les trucs qui sortent, et puis peut-être à l'avenir parler de robots, de trucs, bon bref, je sais pas. Je kiffe, tout ça, j'ai envie de parler de ça. Comment, je me lance? Comment je me comment je me fais une place? Comment je me démarque un petit peu? Et comment à un moment j'arrive à trouver les sujets, tu vois? Est-ce que je vais pas être bloqué à un moment à me dire, bah, je sais pas de quoi parler, tu vois? Un peu le syndrome de la page blanche, que tu pourrais avoir en tant que youtubeur, de dire: «OK, je sais que je dois faire ma vidéo de la semaine, mais qu'est-ce que je fais, quoi?» Tu vois? Bah, ça, j'avoue que ça m'arrivait aussi pas mal au début. Enfin, au début, quand j'avais déjà épuisé, toute la liste que je m'étais faite initialement sur ma niche. Mais la réalité, c'est que, bah, faut juste aller voir ce que font les concurrents, quoi. Moi, j'avoue que je me fais pas trop chier, je regarde ce qui se fait ailleurs. OK, cette vidéo, elle a marché, bah, vas-y, je vais faire exactement sur le même sujet. J'essaye quand même de voir si je peux pas apporter de la plus-value, tu vois? En regardant la vidéo du gars, je me dis: «Ah putain, c'est con, il a pas parlé de ça», alors que moi, en tant que viewer, je me pose la question, tu vois? Ou tout simplement aller voir dans les commentaires des gens qui, lui disent, «Ah bah, ça, tu dis une bêtise. Ah, c'est dommage, tu pas parlé de ça», ou qui lui posent des questions, tu vois? Et donc, tu prends note de tout ça, ou tu fais en sorte qu'une IA le fasse pour toi. Et toi, tu vas faire en sorte d'aborder tous ces points dans cette vidéo pour juste faire un peu mieux que le concurrent, quoi. Et ouais, vraiment pas se casser la tête, pas forcément essayer d'être super original ou quoi, regarder ce qui marche ailleurs et appliquer, hein. Ouais, tu pas essayé de trouver des sujets jamais vus ailleurs, Franchement, non, moi, en fait, je me Francky cassais veut un. absolument innover, lui. On a eu la même discussion dans un podcast hier ou aujourd'hui, je sais plus là.
Bah, en fait, moi, j'essayais de faire ça quand j'avais ma chaîne, jeux crypto là. Ne serait-ce que sur le montage, j'essayais d'avoir un montage original sur mes premières vidéos qui se démarquait de la concurrence, machin et tout. En fait, ça me prenait un temps monstre et je me suis rendu compte que même quand j'ai arrêté de faire ce montage-là et que je faisais juste du fast cam, ouais, mes, vidéos marchaient tout autant. Mmh. Parce qu'en fait, tant que la valeur est là, les gens seront là. Et après, pour le sujet, alors peut-être que c'est les niches dans lesquelles je suis qui laissent pas assez de place à l'innovation, tu vois? Parce que c'est des trucs quand même assez, carrés, conventionnés et tout. Peut-être que sur Après, en soi, certaines moi, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, je j'innove pas du tout, dans aucun de mes projets, j'innove, hein. Je fais que copier la concurrence, donc OK. je considère que recréer la roue n'a pas grand intérêt, sauf si de temps en temps tu trouves un angle qui est jamais vu, tu vois? Tu trouves Mmh. un concept, un truc, qui est jamais vu et que tu te dis: «Bah, ça peut être stylé», tu le testes, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis, tu auras testé. Mais de mon point de vue, pour aller un peu plus loin, il faut trouver le bon croisement entre potentiellement un truc qui va innover, mais qui doit aussi, à mon sens, si possible, simplifier et te permettre de faire encore plus de contenu encore plus facilement. Mmh. Mmh. Tu vois, ça, c'est pour moi, c'est l'idéal, et souvent d'ailleurs, ça passe par, un format peut-être un peu interview ou quelque chose comme ça. Sans révéler ta niche, je pense par exemple, il y aurait des trucs à faire, de ce côté-là dans ton cas. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, peut-être plus innover au niveau du format, sans que ça te prenne plus de temps. Effectivement, Ouais, ça pour moi, c'est hyper important parce qu'il vaut mieux 2 vidéos par semaine sur, un format qui n'innove pas du tout, qu'une vidéo toutes les 2 semaines sur un format plus innovant, ouais. parce que tu es pas sûr que ça fonctionne vraiment, quoi. Et l'autre point qui est très à la fois courant et dangereux dans beaucoup de cas, je trouve, pour les gens qui débutent en tout cas, sur YouTube, c'est le perfection sur YouTube ou ailleurs, c'est le perfectionnisme. Je dis dans beaucoup de cas parce que je pense que dans certains cas, il est quand même récompensé. On a un exemple autour de nous d'un pote qui, a toujours été un petit peu zinzin, pour le dire gentiment, et qui fait les choses très, très bien, à un tel point qu'il s'est, à mon sens, un peu enfermé, mais ça depuis de longues années maintenant, peu importe ce qu'il fait, dans, des process ultra carrés. Il passe un temps fou pour vraiment avoir un contenu vraiment de très bonne qualité. Ce qui fait qu'à la fin, bah, il a une super audience sur une thématique très complexe à premier abord, et il est vraiment monté vite et encore une fois, ça fait partie de ces gens-là, peu importe ce qu'ils font, tu sais que globalement, ils iront pas dans le mur. Par contre, attention, ce que ça lui demande en termes de temps, en termes là, il en est à un stade où il est en flux tendu et juste partir 3 jours, en week-end, ça devient compliqué pour lui parce qu'il prend du retard sur toute sa chaîne. Enfin, voilà, c'est pour moi, c'est franchement, dans la majeure partie des cas, c'est une mauvaise idée et je trouve que tu es un bon exemple parce que le but, c'est d'arriver à produire du contenu de qualité sans pour autant, être dans le forcing, quoi. C'est le Voilà et 80-20. ouais. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'en fait, en disant un petit peu tout ça et tout, ça me fait chier parce qu'à chaque fois, je pense à des contre-exemples, tu vois? Où là, on dit: «Ouais, faut pas, non plus être trop perfectionniste sur le montage, faut pas essayer d'innover, machin ou quoi». Et là, je pense à des, youtubeurs comme, Ego, comme The Great Review, machin, qui font des vidéos, Mmh. méga perfectionnistes avec un storytelling impeccable et tout. Mais en fait, il y a un biais du survivant énorme, sur YouTube. Et en fait, pour une chaîne comme ça, il y en a des millions qui ont échoué en voulant faire la même chose aussi parfaite et tout. Et donc en fait, on est vraiment sur un jeu de volume, en tout cas au début. Donc Mmh. autant faire un maximum de volume et prendre ce qui marche. Et peut-être qu'après, si jamais vous avez une chaîne qui commence à décoller, alors là, vous pourrez essayer d'améliorer petit à petit votre Mmh. contenu et avoir un Mais truc de plus en plus léché, quoi. au final, un ego, et si là on parlait, uniquement, financièrement, est-ce qu'il gagnerait pas plus à faire des vidéos un poil moins quali, mais faire beaucoup plus de production? Et au lieu de faire, une vidéo de Je temps en temps qui fait des millions, et ben, en avoir plusieurs qui font des centaines de milliers de vues, Je pense qu'on prend mais du volume. pile poil le mauvais exemple pour la simple et bonne raison que lui, c'est un artiste. Ça, c'est vraiment Ouais, ouais. c'est le Non, vrai mais artiste. Le type, il est animé par il en est à un stade où il avait fait des vidéos de fou qu'il a supprimées de sa chaîne parce qu'elles étaient pas assez, comment dire? Je sais pas, pas il en était plus pas assez assez bien à ses fier, yeux. pas plus assez Ouais. bien à ses yeux. Donc je pense vraiment que là, tu prends le cas, ultra extrême. Je pense qu'on va plus prendre un mec comme Hardisk qui Mmh. lui a réussi justement, je trouve, à la fois à mêler storytelling plus personal brand parce qu'il est un peu omniprésent dans les histoires qu'il raconte,
Donc il arrive, il est là, il est présent dans ses tournages et c'est pas juste une voix qui incarne le contenu, de un. De 2, il a de la force de production, il a des process bien rodés, donc il sait que son système marche et donc un mec comme ça, c'est par exemple un bon entrepreneur passionné de stats, de YouTube, de machin. Il est pas du tout dans le côté artistique et il exploite ce type de format de la bonne manière, sans réinventer la roue, de A à Z. Pour te répondre, Yoann, je pense qu'on peut mixer les 2 et je pense que les 2 sont très efficaces et je pense qu'un hard disk, typiquement, il aurait pas forcément plus intérêt, même financièrement parlant, à faire un format différent parce que son format, il est contrôlé, il est maîtrisé, il est processé et je suis pas sûr qu'il ait un grand impact aujourd'hui dans les contenus qu'il va produire Mmh. sur sa chaîne YouTube. Donc en fait, de mon point de vue, ça a vraiment du sens et c'est un peu le virage qu'on va essayer de prendre avec les Wizards et à voir où ça nous mène. Donc on itère, on teste des choses. Là, aujourd'hui, on a le podcast qui fonctionne bien avec un format long, qui fait pas énormément de vues parce que très niché, mais justement, on essaie de rester dans notre niche, make money, édition de site, affiliation, YouTube, enfin voilà, de rester niché sur un secteur d'activité. En parallèle de ça, on a les Wizards, une chaîne où, on va faire des tutoriels très spécifiques justement sur tous les sujets nos sujets de prédilection. Et là, on a testé un format un peu différent avec une vidéo storytelling un peu à la hard disk, un peu à la Ego. Alors, faut le dire vite, hein, parce qu'on est quand même loin d'avoir le niveau de ces mecs-là. Mais en tout cas, on s'essaye un petit peu à ça et l'essai nous a plu. Et du coup, plutôt que de conserver ce format-là sur la chaîne Les Wizards, on va créer une chaîne dédiée à ce truc-là et donc au storytelling. Mais pareil, l'idée, c'est pas du tout que ça nous pollue, dans notre, Mmh. que ça nous rajoute, du là, l'idée, c'est de prendre un monteur qui, à temps plein, va pouvoir gérer tout le contenu de cette chaîne-là. Alors quand je dis à temps plein, c'est en tout cas, avec une mission assez importante qui va gérer, peut-être 2 contenus par mois ou un contenu par mois. On verra comment on chapeaute le truc et peut-être quelqu'un qui va s'occuper des scripts et nous, notre rôle, en l'occurrence, ça sera juste d'arriver, de lire le script, avec l'intonation, de faire le voice over, on envoie tout ça et derrière, c'est l'équipe qui gère tout. On a le miniaturiste, le machin et on a le contenu qui se planifie avec très peu de temps investi de notre côté. Par contre, bah, c'est des vidéos qui coûtent, relativement cher. On est aux alentours de 1 500 € la vidéo pour une vidéo de storytelling, comme ça, même à notre niveau. Un mec comme Micode, par exemple, une petite vidéo chez Micode, c'est 10 000 balles, une vidéo standard, c'est 100 000. Donc en fait, c'est tout est une question aussi à un moment de quelle force de production tu vas mettre, quel argent tu es prêt à investir et cetera et bah, évidemment sur une chaîne de storytelling comme ça, la monétisation sera pas la même. Mais ça veut pas dire qu'elle est pas viable. Pour moi, c'est ultra viable et c'est, enfin en tout cas potentiellement, ça on aura l'occasion de le vérifier. Mais par contre, c'est très différent. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est, chaque, contenu doit être sponsorisé. Tu monétises aussi avec les vues sur des formats longs, avec beaucoup de vues, avec beaucoup de watch time. Ça fait qu'avec la pub, pardon, tu monétises avec la publicité et c'est OK, d'avoir cette monétisation-là, par-dessus. Et en plus de ça, on peut imaginer un monde où si tu traites de sujets business comme ça va être le cas pour nous demain, pourquoi pas prévoir des lead magnets qui vont nous permettre de faire rentrer une audience un peu plus large au sein de notre écosystème, au sein de nos tunnels de vente et pourquoi pas imaginer vendre demain à ces gens-là, que ça soit, nos outils, nos SaaS, nos méthodes de monétisation, notre formation, la Wizards Academy, à voir et pourquoi pas justement, on parlait de SaaS, avec les Wizards, on a Wisewand, notre SaaS de rédaction SEO. Bah, demain, ça se trouve, on fera une super vidéo qui va cartonner sur une histoire liée, je sais pas, à l'écriture IA, enfin, bref, je sais pas ce qu'on pourrait trouver comme histoire pertinente là-dessus, avec, tout un storytelling et un truc qui incorpore notre marque à l'intérieur de l'histoire ou en tout cas juste qui place à un moment, qui fait un placement de produit auprès d'une audience qui peut, être consommatrice de notre outil et en fait, sur une vidéo qui au lieu de faire les 3 500 à 6 000 vues d'un podcast, bah, pourra potentiellement faire 100-150-200 000 vues si on est bon. C'est pas non plus le même impact, c'est pas la même façon d'apprendre le truc donc je m'étale un peu mais tout ça pour dire que c'est une ça rend pas le truc moins viable de mon point de vue, c'est juste une manière de monétiser différente et je pense que c'est, quand c'est bien rodé et que tu as les bons process et que tu bosses avec les bonnes personnes, ça peut être très carré, très cool et sans pour autant te à part l'argent que tu vas investir dans tout ça, ça va pas,
ça va pas être trop compliqué à implémenter, en tout cas. Et du coup, on est d'accord pour dire que c'est une stratégie viable de miser sur la qualité comme ça, une fois que tu as déjà une machine qui tourne? Genre un Oui, débutant peut se lancer Bah, sur que tu et le YouTube. sans budget pour en tout autant cas. Ouais, t'asseoir sur tes contenus moins qualitatifs dans la forme. Sur le ouais. fond, ils doivent rester qualitatifs quoi qu'il arrive. Mais dans la forme, tu vois, la chaîne Les Wizards, on s'en branle. Nous, on veut parler à des gens, qui connectent un peu et cetera, leur faire clignoter l'écran toutes les 3 secondes, leur faire des montages de fou. Franchement, pour toucher, 2 000 personnes de plus qui sont pas nécessairement dans notre cible, on s'en fout. Donc ça a pas le même impact, en fonction de ce que tu veux faire, je pense. Tu as un côté, un peu, de vanity metrics aussi, d'avoir, tu sais, une chaîne story télé stylée, limite que tu peux montrer, facilement à de la famille ou des potes en disant: «Regarde, j'ai plein d'abonnés, en plus les vidéos sont stylées». Alors que bon, quelqu'un qui regarde aujourd'hui, notre podcast ou qui regarde, la chaîne Les Wizards, sur des tutos, de trucs d'affiliation, ils s'en foutent complet, quoi. Mmh. Et bon, moi je sais que mes proches ou pas regardent mes contenus, ça me passe un peu au-dessus, mais je pense qu'il y a des gens qui aiment bien montrer, ce qu'ils font aussi, ce qui peut se comprendre. Le petit flex. Ouais, exactement, ouais. Anto, tu as une question? Ouais, je voulais juste savoir si tu penses que c'est possible d'augmenter le rythme ou ça a pas de sens? Genre poster 3 vidéos par semaine, tu vois? Est-ce que Ouais, moi je pense que ça fait du sens, carrément. Moi franchement, si je pouvais bah, là, j'ai décidé de me diversifier, de me lancer sur plusieurs niches et tout, tu vois? Mais si je pouvais faire, 1 vidéo par jour, sur, ma chaîne numéro 1, tu vois, je le ferais. OK. Et est-ce que tu penses que ça peut, cannibaliser d'autres vidéos? Est-ce que tu penses que en gros, est-ce que tu penses que si tu faisais une vidéo par jour, toutes auraient le même potentiel que si elles étaient publiées une fois par semaine, tu vois, indépendamment et tu te dirais: «OK, cette vidéo, elle a le potentiel de faire 2 000 vues». Tu la postes une fois par semaine, elle fait ses 2 000 vues comme tu avais prémédité. Est-ce que tu penses que le fait d'en envoyer une par jour, bah, cette vidéo qui aurait pu faire 2 000 vues, en fait, elle va en faire que 1 500, tu vois? Ou est-ce que tu penses que l'algorithme, qu'importe, dans tous les cas, il pousse et si la vidéo, elle méritait de faire 2 000 vues, elle aurait fait 2 000 vues et ainsi de suite? Alors moi, de prime abord, ouais, j'avais tendance à me dire: «OK, faut pas que je rapproche trop mes uploads», par peur effectivement que une vidéo soit pas poussée à son plein potentiel. Il y en a déjà une autre qui sort, donc celle-là l'est moins et tout. Mais en fait, d'expérience, j'ai vu que c'était pas le cas et OK. que, en fait, je vois vraiment mes sorties de vidéos comme, des tickets de loto, tu vois? En fait, plus Elles tu sont joues indépendantes. À chaque fois, exactement, tu l'imagines de façon indépendante et à chaque fois, quand tu exactement, dis: «Ouais, ticket de loto», j'avoue, c'est une bonne idée. C'est à chaque exact fois que tu remets une pièce dans la machine, quoi, ça peut, te faire gagner. exactement et plus tu joues, plus tu as de chances de gagner, tu vois? Donc moi, en fait, maintenant, je vois vraiment YouTube comme un jeu de volume, en essayant d'avoir évidemment sur chaque vidéo un niveau de qualité satisfaisant pour pouvoir faire des conversions, tu vois? Essayer de donner envie via, le scripting et cetera, faire en sorte que les gens restent quand même, au maximum de la vidéo pour donner des bonnes, analytics à YouTube pour qu'ils poussent ma vidéo. Essayer de faire les bons call to action au bon moment, pour que les gens utilisent mon lien dans la description et cetera. Ça, c'est tout le côté, je pense, qui est important à optimiser. Mais une fois que j'ai atteint un niveau de qualité suffisant pour que les gens achètent, bah, je vais pas essayer forcément de faire plus, tu vois? Mais, enfin, en termes de qualité, mais je vais essayer de faire plus en termes de quantité. C'est quoi un bon script? Pour moi, un bon script, c'est un script où dans les premières secondes, l'utilisateur, enfin le viewer. Et là, encore une fois, je parle dans le cas de quelqu'un qui veut faire, de l'affiliation et gagner de l'argent via l'affiliation, pas quelqu'un qui veut faire des vidéos artistiques Ouais, ou ouais, du bah, de toute façon, divertissement, là, on machin, parle quoi. plus, ouais, c'est plutôt sur, c'est quoi un bon script dans ce cas-là? Je précise, oui, dans ce qu'on fait, c'est-à-dire une vidéo faite pour convertir des gens sur un lien qui est en description pour de l'affiliation ou à la limite, sur de l'infoproduit ou autre chose, tu vois? Mais en tout Mmh. cas, pour monétiser directement comme ça. Ouais, bah, du coup, dans le hook, donc dans les premières secondes, il faut tout de suite dire à l'utilisateur quelle douleur tu vas aborder et comment tu vas la résoudre. Et ensuite, le petit call to action pour l'abonnement, le like et cetera et ensuite déballer et développer sur, toute la solution et comment ça va, faciliter la vie, rendre la vie meilleure, de l'utilisateur ou quoi et régulièrement, lui dire que, si vous avez un code promo, qu'il peut utiliser le code promo pour payer le service ou le produit moins cher et cetera.
Mais vraiment, pour moi, il y a ces 2 parties, quoi. La première, c'est le hook. L'utilisateur, faut tout de suite qu'il sache à quel besoin vous allez répondre, comment et ensuite développer sur la solution. En tout cas, Et c'est tu ma as méthodologie. des petites techniques pour, faire en sorte que les gens, ils restent bien accrochés à la vidéo? On le sait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont un peu le cerveau en compote maintenant, donc si tu fais, une vidéo de 10 minutes, bah, comment tu fais pour que la majorité des gens, ils décrochent pas à la troisième minute, quoi? Bah, ça, j'avoue que je le fais peut-être pas assez, mais rajouter des petites, ce qu'on appelle des open loops. Donc c'est-à-dire, c'est vrai que régulièrement je le fais, je dis, je sais pas, faudrait que je trouve Bah, un regarde, exemple. je te fais un open loop. À Vas-y. la fin de ce podcast, Johan nous révèle une méthode pour gagner plus de 10 000 € par mois avec sa chaîne YouTube. Mais ça, c'est pour la fin. Voilà, typiquement. Bon, vous l'aurez pas malheureusement, mais Ah non, ça, faut pas le dire. On fait une open loop qui se ferme jamais. qui se fermera dans 32 épisodes. Voilà, c'est ça. Mais ouais, quand vous abordez un sujet, vous faites une petite digression, en rapport avec ce sujet-là pour dire, «Ah d'ailleurs, il y a une méthode pour économiser grave de l'argent pour acheter ce produit, mais ça, je vous en parle juste après. Avant, je vais vous expliquer ça, 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 ça» et donc les gens, ils gardent ça en tête et ils restent et une fois que vous fermez la loupe, vous en ouvrez une nouvelle et l'idée, c'est en fait d'avoir des micro hooks à chaque fois qui fait en sorte que vous gardez l'utilisateur, jusqu'à la fin. Tu sais que moi, les rares fois où j'ai fait des scripts, en gros, je faisais tout mon script en entier et après je me plaçais, tous les, X paragraphes Mmh. et je me disais: «Comment, juste ici, je peux intégrer une open loop pour un truc qui est plus tard?» Et en Mmh. fait, pour tous les scripts que j'ai écrits, je l'ai fait. Tu vois, pour, le script, bah, par exemple, Medville, qu'on a posté, quand, on a la personne qui a fait le script qui nous a montré, en gros, le brouillon du script et voilà. Et ben, je l'ai tout relu et je me suis dit: «Comment, là-dedans, je peux intégrer une, un, 2, 3 open loops?» Tu vois? Et j'avais rajouté des suggestions, dont certains ont été rajoutés dans le script et qui t'ouvrent ce truc de te dire: «OK», bah, par exemple, dedans, je crois que c'était moi qui avais fait la suggestion de dire que ce qu'il faisait pourrait l'amener en prison et que ça, on le verrait un peu, plus tard dans la vidéo et du coup, les gens se disent: «Ah ouais, OK, il se passe un truc de fou à un moment, il faut que je regarde». Et en fait, Mmh. quand on avance, bah, au moment où on parle de la prison, là, je crois qu'il y avait ou juste avant, il y avait un autre open loop qui s'était ouvert qui, du coup, tu apprends que, OK, il va peut-être se passer ça, mais en fait, tu as quand même envie de connaître la suite parce qu'il y a un autre truc encore qui t'attend, quoi. Et je pense que ça, c'est un des trucs les plus, puissants de la création de contenu, que ça soit, du format short ou, parce que même dans les formats short, il y en a qui font des mini hooks dans un format short de 1 à 2 minutes. C'est encore Et plus ben, tu es balèze quand même après. obligé. Ouais, franchement, ouais, enfin, je sais que ça se fait beaucoup en tout cas parce qu'en effet, en plus de ça, tu Tu te dois prends, déjà hein. tout dire en condensé et sauf que sur les formats short, bah, les gens, 2 minutes, c'est très long. Donc faut réussir à les Ouais, tenir c'est pendant 2 minutes et c'est assez dingue. Et les rares cas où c'est rare que tu des open loops, c'est justement dans les podcasts qu'on est en train de faire parce que les gens qui écoutent du podcast, en général, ont pas trop Mmh. besoin de ce coup de dopamine pour, rester jusqu'au bout. C'est un format très spécial où tu sais que tu écoutes des gens parler. Tu es en général, en voiture, en train de courir, en train de faire un truc donc voilà. Après, pour moi, l'open loop, c'est une très bonne chose, mais c'est pas du tout 80-20, dans le cas de vidéo affiliation. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'est vraiment de vous assurer d'avoir un hook, pour le coup, qui soit performant, ça c'est primordial et plus votre hook est incroyable, plus ça aura vraiment ça peut en tout cas avoir un impact, important sur la suite. Ça vraiment, c'est le la puissance du hook, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, votre titre, c'est pareil, vous pouvez avoir une super vidéo, si le titre est pas bon, vous gâchez complètement le potentiel de la vidéo et la miniature évidemment qui va, avec tout ça. Ça, c'est vraiment les 3 points qui sont importants et l'autre, si je devais mettre un quatrième point, ça serait de mettre un call to action dans le premier tiers de la vidéo en dehors du hook pour idéalement, demander aux gens de s'abonner. Pourquoi? Alors, dans une vidéo d'affiliation, pas nécessairement, parce que c'est pas votre priorité que les gens s'abonnent à votre chaîne. Il y a des chaînes d'ailleurs, tout ce qui est, chaîne top 5, chaîne top 10, concrètement, vous vous en foutez que les gens s'abonnent à votre chaîne, donc vous allez pas nécessairement le faire. Par contre, si vous avez
envie que le message d'une vidéo passe le plus largement possible et donc qu'elle performe mieux et donc qu'elle ait le plus de vues possible, c'est vraiment important de rajouter ce call to action, oral, qui demande aux gens de s'abonner à votre chaîne YouTube, ou en tout cas d'y penser. Parce que il y a une énorme différence entre une vidéo qui va générer des abonnements dans les performances et une vidéo qui en génère moins. Et une vidéo qui génère anormalement des abonnements, c'est une vidéo qui est considérée comme une bonne vidéo par YouTube et qui va, en tout cas dans le 80-20, générer plus de traction, que le reste. Donc après, sur la majorité, notamment sur une vidéo de storytelling, les open loops, c'est super important. Mais je pense que dans le cas de l'affiliation, c'est pas réellement le big focus, à avoir. Pour moi, le focus, c'est ces 4 trucs-là qui sont super Ah, importants et bien sûr le call to action vers vos liens d'affiliation en C'est description. vrai, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais moi, les open loops, je les utilise surtout dans mes vidéos d'affiliation où soit je mets plusieurs produits en avant, soit je mets en avant des upsells. Et donc, du coup, là, forcément, il faut que je fasse en sorte que la personne reste jusqu'au dernier truc que j'ai à vendre pour essayer d'en vendre un maximum, quoi. Mmh. OK. Après, ça reste assez simple à mettre en place en open loop. Parce que quand tu as scripté, ça reste 2 phrases à mettre par-ci par-là. Tu regardes juste qu'est-ce que je dis, dans 3 paragraphes et dire, enfin faire juste une phrase d'accroche par rapport à ça. Ça te prend 20 secondes, hein, et c'est un plus à pas négliger, je pense. Mmh. Vu qu'on parlait de miniatures, c'est quoi aujourd'hui une bonne miniature que tu peux faire avec l'IA? Bah, du coup, enfin, genre, tu veux dire, comment la faire ou ce que ça donne? Parce que là, En du fait, coup, je j'ai vois essayé de tellement de miniatures dégueulasses ouais. avec des gens qui, à chaque fois j'en rigole, mais des gens qui se mettent en tout petit quelque part dans un coin de la miniature, enfin, il y a tellement de trucs qui sont moches et ou alors moi le truc que je déteste le plus, c'est les miniatures faites en IA, mais où ta tête elle te ressemble pas. Ah ouais. Comment tu fais du coup pour, bah, pas avoir ce genre de problème? Pour avoir un truc qui claque un peu sans être dans l'abus. Tu vois? Est-ce qu'au final, les miniatures toutes simples, comme on voit parfois avec, fond noir, tête de la personne, texte blanc avec un mot qui est surligné en rouge, est-ce que c'est pas suffisant, par exemple, simple et efficace? Bah, je sais que pendant un temps, enfin, même en fait, ma toute première miniature sur ma chaîne à plus de 8 000 abonnés là, elle avait bien marché et la miniature était pourtant ignoble. Elle est toujours en ligne, vous pouvez aller la voir, donc Yoann GJ Jeux Crypto, et elle avait marché, mais c'est aussi parce que je suis arrivé sur une niche où il y avait plus de demandes que d'offres. Et donc j'étais aussi sur, une intention de recherche, bah, ma vidéo c'était Axie Infinity, c'est quoi? Et donc du coup, quand il y avait la hype, forcément les gens tombaient dessus et peu importe, la Mmh. qualité de la miniature, les gens allaient cliquer, tu vois? Sur des niches plus concurrentielles, je pense pas qu'on puisse se pointer avec des miniatures vraiment dégueu, ou alors il faut que, le texte de la miniature et le texte du titre soient vraiment alléchants de malade, quoi. Que la personne se dise: «Faut absolument que je sache ce qu'il y a à l'intérieur de cette vidéo». Hem, Après aujourd'hui avec l'IA, enfin avec moi j'utilise ChatGPT Images, 2 là, et franchement leur nouveau modèle, il fait des trucs vraiment bien. Alors c'est vrai que quand j'en avais parlé avec Arthur au tout début, moi j'ai eu de la chance parce que la toute première miniature que j'ai générée avec ChatGPT Images, elle était incroyable. Je crois Heu que j'ai compris pourquoi. Pourquoi? Je te le dis juste après. Juste, OK. Franck et Anto, vous pouvez, cliquer sur les 2 liens que j'ai mis dans le chat là du podcast et juste noter sur 10 visuellement et de toute façon, pour tous ceux qui nous écoutent, on vous, donnera si vous voulez aller checker de votre côté. Notez sur 10 visuellement la dernière miniature de la chaîne, YouTube de Yoann Affy, donc c'est le premier lien. Ouais. Sur des objectivement, hein, vous êtes pas obligé de bien la noter, c'est juste pour avoir votre avis, le truc sur le cours, Claude Code de la Wizard Academy là. Vous noteriez ça combien sur 10? Oh bah, moi je mets, 8,5, 9. Moi, je mets 10, Ouais, enfin, voilà, mais c'est après parce que ouais, oui, allez 9, ouais, parce que tu vois, on 9 peut te parce dire: «Tu que as un truc à faire», quoi. non, 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 mais en gros, pour, le sujet, moi, un 10, tu vois? Ça tape à l'œil, c'est C'est visuel, bien écrit gros, parce que moi j'aime pas les c'est trucs où bien c'est pas écrit. écrit tout quand c'est écrit tout petit là. Ouais. Ouais. OK. Et là, 2e lien du coup et pour ceux qui voudront aller voir chez eux, c'est la chaîne Wizards Podcast-extrait. Vous notez ça combien sur 10? Ah, ça fait un peu plus IA, mais pour moi c'est tout aussi bien, genre, 8 quoi.
Ouais, moi, un poil moins bien que l'autre, mais oui, un bon disons un 7,5, 8, Mmh. peut-être les couleurs sont moins flashy et sont moins tape à l'œil. Peut-être c'est légèrement moins tape à l'œil, mais à part ça, c'est stylé quand même. Ouais, voilà, c'est tout OK. aussi. Bon, moi, pour info, pour donner mon avis, celle de Yoann sur sa chaîne Yoann Afi, donc qui est une IA, miniature générée par IA. C'est une des miniatures les plus stylées que j'ai vues cette année, avec ma gueule dessus. Et alors je me doutais que, enfin, je savais pas quoi en penser, mais quand je l'ai vu passer, je fais: «C'est quoi ce délire?» Et je suis allé en parler avec Yoann, qui m'a dit: «Ouais, bah, regarde, c'est un prompt sur ChatGPT». J'ai fait: «Mais c'est quoi cette sorcellerie?» Et du coup, pour expliquer, parce que tu m'as montré, qu'est-ce que tu lui avais donné à la base, et tu lui Ouais. as donné une miniature qui, pour le coup, a été fait chez nous, par un miniaturiste, dont c'est le métier, quoi, d'une de nos miniatures Les Wizards. Et pour tous ceux que ça intéresse, pareil, je vais vous donner la vidéo pour que vous puissiez aller voir éventuellement. Et c'est la miniature de la vidéo «Claude Code a changé ma vie et je ne suis pas dev». Et en fait, si tu regardes, Johan, et c'est après que je me suis dit: «OK, c'est pour ça, je pense». Mais sur cette miniature que tu lui as donnée en entrée, il y a à la fois ma tête, et c'est ce qui t'intéressait, toi, dans ce que tu lui as donné, mais il y a aussi le logo de Claude, Mmh. qu'il a Mmh. repris dans la tienne. Le Il y a petit aussi le robot. petit robot Ouais. qu'il a repris dans la tienne, et en fait, il a repris des éléments en mieux. Enfin, en mieux. Nous, on a notre petit, style de la chaîne, et cetera. Mais en fait, ça a expliqué d'une certaine manière pourquoi, en partie en tout cas, elle était aussi stylée, cette miniature. Et on est d'accord, cette miniature est bien plus stylée que les Après, miniatures qu'on peut avoir sur c'est la un chaîne peu ce que je extrême, ouais. fais avec les ads, mais en soi, tu pourrais le faire aussi avec les miniatures. Tu demandes qu'il t'extrait toutes tes vidéos, enfin toutes les photos en format JSON, et au final, tu as toutes tes maquettes pour tes prochaines, moi, c'est ce que je fais pour les ads. Tu envoies la photo à OK, ChatGPT, tu lui dis: «Fais-moi un JSON de cette photo», et il va te faire, bah, dans son langage à lui, en fait, il va te faire ta miniature, quoi, grosso modo. Donc si OK. tu fais un panel de photos comme ça, au final, tu as presque ta DA, tu vois? Tu envoies tous tes JSON et Mmh. il peut te ressortir, les mêmes typologies de trucs à chaque fois. Donc toi, concrètement, toutes les miniatures que tu aimes bien, tu lui enverrais, Anto, et tu lui dirais: «Fais-moi un JSON de ça», et tu Ouais, te fais un je dossier ferais de avec tous chaque tes JSON? miniature, ouais, voilà, tu as un JSON avec toutes les trucs, et tu verras après, tu as toujours les mêmes tirages parce que lui, il va parler de sa façon, il va te faire les formats, les machins, il va te mettre toujours à peu Ouais. près au même endroit et tout, tu verras, c'est assez propre. Et pour te répondre, Franck, par rapport au côté, faut que ça ressemble, moi, j'ai remarqué, que ça devenait compliqué s'il avait plusieurs personnages à gérer. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de checker de ton côté, Johan? Non. Ça veut dire que là, moi, ce que j'ai fait, du coup, sur la chaîne extrait, des Wizards, c'est que j'ai fait en sorte qu'à chaque fois, ils choisissent l'un de nous 3, et c'est le personnage principal de la miniature, Rideau, et on n'est jamais tous les 3 dessus, parce qu'à la base, je voulais nous mettre tous les 3 dessus. C'est horrible. C'est vraiment, il n'arrive pas à gérer la ressemblance des visages. Il s'en sort plus, en Mmh. fait, quand il y a trop de têtes à gérer. Donc voilà. Mais quand il y en a qu'une et que tu lui dis: «Je veux bien que ça soit ressemblant, mais tu peux changer le merde, bah, je sais plus comment tu dis, Johan, Le fond, quoi? l'expression, le Ah, fond, les l'expression, ouais, ouais. machins, enfin voilà. La pose et tout, ouais. Mais voilà comment on fait, ouais. OK, Mais intéressant. après, ne serait-ce que enfin, même aujourd'hui, les miniatures les plus dégueulasses que me sort ChatGPT sont meilleures que les meilleures miniatures que je faisais moi à la main. Donc, ça vaut Mmh. quand même le coup de passer par des outils comme ça. Ouais, bah, dans tous les cas, ça donnera des résultats qui sont bien, je pense que le monde de la miniature Canva, comme on a tous fait, est sans doute un peu en train de se terminer là. Mmh mh. L'IA fait mieux. Bien, Ouais, bien mieux d'ailleurs. ouais, c'est ouf. Moi, j'avais un point que je voulais aborder, avec vous, avec les gens qui nous écoutent, c'est ce qu'on appelle dans le cadre du SEO sur Google la SERP domination. Donc le fait de quand on monte un site sur un sujet qui est, vraiment rentable pour nous, et ben, le fait d'en lancer, 3, 4, 5, 6, 7 de plus, de manière à dominer une seule thématique et faire croire, en fait, d'une certaine manière à ses potentiels concurrents, que la thématique est déjà surchargée par plusieurs concurrents d'un coup. Et en fait, la réalité, et c'est quelque chose qu'on a pu voir avec toi, encore une fois, Johan, mais c'est quelque chose qu'on peut voir, les gens, généralement, surtout quand ils débutent, osent pas se lancer sur certaines niches, notamment sur YouTube. Ils disent: «Ah, ça, c'est trop saturé, c'est trop machin». Mais l'avantage de YouTube, c'est qu'il y a, si vous faites bien le job et que vous apportez de la valeur dans le fond du contenu de vos vidéos, il y a de la place pour tout le monde. Alors évidemment,
en 2 secondes, vous n'allez pas arriver et dépasser la référence sur votre sujet du jour au lendemain, mais vous aurez un petit peu de vues, vous aurez quelques commissions, vous existerez, vous pourrez exister à votre manière sur, là où c'est beaucoup plus compliqué sur Google. Et je pense que c'est bon de le rappeler, mais si jamais vous avez l'impression d'être tombé sur un filon, si jamais, et du coup ça te concerne aussi Johan, vous avez, la sensation, d'être un peu sur une niche, sur une niche, une poule aux œufs d'or avec, une chaîne YouTube qui, vous rapporte assez facilement des commissions et cetera, n'hésitez pas à dupliquer votre chaîne YouTube. Alors évidemment, si jamais vous avez une chaîne YouTube où vous vous montrez, moi, ce que je ferais, c'est que la chaîne d'après, je me montre pas et idéalement, je modifie ma voix avec Eleven Labs et peut-être qu'après je fais une autre chaîne avec un avatar. Peut-être que je fais juste une autre chaîne avec encore une autre voix, avec une autre approche et je refais mes vidéos et je refais mes contenus et de cette manière-là, vous avez plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que vous allez inonder d'une certaine manière votre propre marché et vous allez, je pense, décourager beaucoup de gens de se lancer sur ce même marché qui ont dit: «Ouh là là, il y a du monde sur ce marché, c'est» voilà. Et l'autre réalité, c'est que c'est une bonne manière de scaler, à l'horizontale, quoi. Parce que vous allez dupliquer, ce qui fonctionne chez vous et c'est comme si vous transformiez d'une certaine manière en votre propre concurrent. Mais si le concurrent, c'est vous, c'est top et l'autre avantage, c'est que demain, vous allez pouvoir avoir une force de négociation avec vos partenaires plus importante si vous dominez la niche, sur laquelle vous avez commencé à vous positionner. Et j'en profite pour le dire ici parce que j'en ai pas parlé dans ce podcast, mais c'est un point qui a tendance à être un peu trop oublié par les affiliés sur YouTube en francophonie. C'est c'est super d'être bien commissionné, c'est super de bosser avec des partenaires, mais il y a un moment, il faut demander plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est plus normal que juste parce que vous êtes bien commissionné, vous ayez des partenaires qui gratuitement, en fait, vont pouvoir compter sur vous en échange d'affiliation pour communiquer sur vos produits. Si vraiment vous avez de l'impact auprès d'un partenaire, demandez à, être, rémunéré pour la vidéo, en plus de l'affiliation, à faire des deals mix. Mettez-les en concurrence, à la fois, il y ait des bonnes relations avec vos partenaires, mais ne comptez jamais trop sur un seul partenaire. Diversifiez-vous le plus possible, cherchez à construire des partenariats différents avec des acteurs concurrents. En gros, il ne faut pas que la relation soit acquise pour le partenaire et il faut qu'il ait des raisons de valoriser votre temps et votre énergie et le travail que vous faites sur votre chaîne YouTube. Et tout ça, ça a de la valeur. Et ça en a même beaucoup plus dans certains cas que ce que beaucoup peuvent penser. Et Donc vous pouvez. à partir de quel moment sur, YouTube tu considères que tu es en position de force pour demander, une renégociation de deal ou des sponsors en plus de l'affiliation? Franck, t'en penses quoi de ça? N'importe quand, on tente. En fait, pour moi, il y a pas de enfin, à partir du moment où tu envoies du trafic, que le trafic est qualifié, que ça fait des leads, tu vas voir le partenaire tous les, 6 mois, tous les 1 an, qu'importe, tu lui dis: «Moyen de revoir un peu ma com, j'envoie quand même du bon trafic, ça convertit bien, ça fait bien, je parle souvent de vous, ce serait» enfin, je sais pas, moi, j'ai besoin de scale, tu vois? Moi, il y en a, je suis très direct, hein. J'ai besoin de scale, il me faut plus d'argent, sinon je pourrais pas scale, en fait, je pourrais pas te mettre plus en avant. Enfin, moi, j'ai souvent fonctionné comme ça, j'ai souvent fonctionné un peu au culot. Et puis en fait, je sais que j'ai appris par exemple que des concurrents le faisaient encore mieux que moi, tu vois? Et étaient encore plus agressifs et ça Ah marche. ouais. Au pire, on te dit non. Au pire, tu demandes 3 fois, on te dit non 3 fois. Au bout d'un moment, soit toi tu te dis: «Bon, bah, je vais aller voir ailleurs» et puis là d'ailleurs quand tu dis que tu vas aller voir ailleurs, c'est souvent là qu'on te rattrape en disant: «Non, c'est bon en fait, t'inquiète, on peut, s'aligner avec un concurrent». Moi, il y a des moments aussi où j'allais voir le concurrent, je disais: «Voilà, heu, je mets beaucoup en avant telle personne». Enfin, ou c'est plutôt: «On vient me voir, on me propose un deal, je vais voir mon partenaire actuel avec qui ça se passe bien». Je dis: «Écoute, il y a des gens, je les connais pas, je sais pas s'ils vont bien convertir ou pas, mais en tout cas, ils me proposent bien plus en affiliation. Est-ce que Mmh. tu peux t'aligner? Est-ce qu'on peut faire un truc?» Bah, sinon, j'AB teste avec eux pendant 1 mois, mais potentiellement à un moment, je te coupe, quoi, si ça marche mieux avec les autres. Et des partenaires avec qui je m'entendais très bien et avec qui j'avais de très bonnes relations. Mais il y a un moment, le business, Mmh. c'est le business, en fait, et c'est la Et vie. et c'est une erreur que j'ai faite dans le passé aussi, quand on s'est lancé en affiliation où j'avais, noué des liens
tout particulier avec un partenaire, et cetera. En tout cas, c'était l'impression que j'avais. Et du coup, tu as envie, tu vois, un peu naïvement, de lui faire confiance et c'est un bon rapport comme ça, jusqu'au jour où en fait le network, la personne, l'affiliate manager du jour au lendemain, il vanish, tu as plus aucune nouvelle. Enfin, vraiment, ça reste du business, donc il faut éviter de rentrer dans ce piège-là. Et il y a aussi un point qui va dans ce sens et qui est, extrêmement sous-estimé, pour les affiliés sur YouTube. Exemple, quel pourrait être l'exemple? Voilà, on va dire que tu as une chaîne YouTube, je pense pas que ce soit une très bonne niche, mais ne sait-on jamais, qui fait des reviews de claviers. Donc tu as des claviers mécaniques, des claviers machin, des claviers gaming, des machins. En supposant que demain tu deviennes le leader enfin tu fais partie, en tout cas tu existes au sein de cette niche des claviers, donc les marques de claviers te contactent. «Ah bah Johan, super, tiens, on t'envoie un clavier Johan». Donc ça, c'est ce qui s'appelle du gifting. Toi, tu en fais ce que tu veux, tu leur as rien promis, mais n'empêche que, tu as reçu ton clavier, peut-être tu peux faire une review, bah, mon avis sur le clavier machin, merci à la marque de me l'avoir envoyé, blablabla, et tu vas toucher de l'affiliation sur les claviers que tu vends. Déjà, premier réflexe pour moi, là, c'est important qu'assez rapidement, il faut pas qu'un cadeau suffise à créer Ah du oui, contenu. ah oui. Il faut dire: «OK, cool, mais maintenant je vais t'envoyer une facture, voilà mes tarifs». Enfin, tu le dis pas comme ça, mais l'idée c'est de pouvoir envoyer un media kit, voilà mes tarifs, voilà mon écosystème. Aujourd'hui, j'ai une chaîne et en supposant que tu aies plusieurs chaînes, par exemple, sur la même thématique, je vais faire une vidéo sur la chaîne A, la B, la C, plus j'ai un site internet et j'allais y venir, c'est super important que typiquement si tu fais des reviews de claviers mécaniques, et ben, tu as une page sur ton site internet, les meilleurs claviers mécaniques, le top 10 des claviers des mécaniques en 2026. Et là, pour le coup, alors encore une fois, le clavier, je ne suis pas sûr que ça soit une niche très parlante pour ça, mais il y a certaines thématiques où je peux te dire que les types, ils sont prêts à payer cher pour une page. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est des affiliate managers qui tamponnent que dalle, qui sont pas au courant de si ta page, elle fait vraiment du traf, pas du traf. Mais en fait, vu que ça fait partie de ton package et que tu Mmh. arrives, tu dis salut, bah moi sur le clavier, voilà, j'ai ma chaîne A, j'ai mon truc. Donc le mec méga investi sur les claviers, tu vois, vraiment le boss du clavier. Et en plus de ça, j'ai mon site où je fais une review. Et moi, en fait, dans le package que je vais vous vendre à 5000 balles, vous avez une vidéo sur la chaîne A, B, C. Je vous rentre dans le top 3 sur mon comparateur des meilleurs claviers mécaniques. Et en plus de ça, je fais une review. Je fais un article dédié à votre clavier avec un vrai article de test, etc., qui arrivera sur mon site spécialisé sur les claviers aussi. Ah, tu veux être dans le top 1? Alors pour le top 1, par contre, ça sera facturé et c'est 2 500 € de plus tous les 6 mois. Voilà. Et en fait, c'est ce genre de package-là qui va faire passer un affilié YouTube, standard lambda à un affilié qui, avec les mêmes ressources et quelques tips et quelques informations en plus, il y aura 2 types de résultats radicalement différents. Mais il faut arriver à avoir ce leverage, il faut arriver à aller chercher ce levier-là sur tes partenaires et tout en restant sain, mais c'est du biz, quoi, tu vois? Eux, ils sont Ouais, contents de bien sûr. bosser avec toi pour pousser leurs produits au travers de ton contenu. Bon, bah, toi, tu es content de pouvoir, le faire au mieux. Pendant le Wizard Event, j'avais d'ailleurs parlé avec, quelqu'un qui, lui aussi est sur YouTube et au début, bah, il recevait des produits gratuitement. Donc il faisait des vidéos gratos quoi, juste parce qu'il recevait le produit. Il trouvait ça trop cool et tout. Sauf qu'en fait, il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, bah, il avait, 3 exemplaires différents du même produit chez lui, qui s'en battait un petit peu les couilles maintenant de recevoir des produits gratuitement quoi et que, bah, du coup, il fallait qu'il fasse comprendre aux partenaires que voilà, maintenant, il fallait payer. Et il y en a certains qui étaient assez réticents à ça, mais bon, du coup, ils refusaient de faire la vidéo, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que là, aujourd'hui, c'est, l'une des méthodes d'acquisition les plus répandues. Tu vois, Franck nous a fait découvrir cette année le podcast Master, podcast de e-commerçant qui parle beaucoup d'acquisition ads et de techniques d'acquisition de manière large. Et moi, j'ai découvert un truc qui s'appelle le gifting, qui est ultra rodé, full process. Et ça consiste en ça. Tu détectes sur chaque niche sur laquelle tu cherches à te positionner des micro-influenceurs et tu leur envoies. Tu leur envoies des cadeaux, tu leur envoies ton matos dans l'espoir qu'ils te fassent un truc. Alors parfois, c'est encadré d'un petit contrat, d'un petit deal, de petites rémunérations supplémentaires en effet. Mais c'est un vrai business pour toutes ces marques-là. Et le fait de passer par des micro-influenceurs, bien souvent, sur certaines thématiques, bah, les gens ne sont pas du tout éduqués à ces Mmh. problématiques business et en fait vont accepter et vont être là comme et ça se comprend. Tu vois, là, on Ouais, parle bien de sûr. clavier, mais
Il y a certains trucs, ils t'envoient des trucs à 800 balles, à 1000 balles, tu dis: «Ah bah, trop bien, et donc oui, c'est cool». Mais en fait, s'ils le font, c'est parce que ça a une valeur de fou pour eux aussi. Donc ça vaut le coup d'aller creuser un peu plus loin. Vas-y, vas-y, si tu Non, un truc, qui, moi? ouais? Non, non, vas-y, je pensais que tu voulais dire un truc. Ah non, pas Je du tout. moi, j'ai fait le tour de mon sujet de la SERP domination de YouTube, que je vous invite à Ouais. pousser, du fait de Bah, attends, parce que dans ce cas-là, je voulais rajouter un truc par rapport à ça. C'est vrai que là, on parlait de plein de choses et on était sorti de la Serb Domination. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont débutants et qui se disent, enfin débutants ou pas débutants d'ailleurs, qui se disent: «Il y a déjà quelqu'un sur cette niche, donc par exemple, ça sert à rien que j'y aille». Mmh. Heu, Toi, par exemple, Yoann, ta chaîne, principale, tu es arrivé sur une niche où il y a déjà des gros acteurs Ouais. et on sait que, enfin, on se doutait, par exemple, qu'il allait avoir de l'argent, mais pas forcément que tu allais pouvoir convertir et avoir des résultats aussi rapidement, alors que tu es un petit youtubeur. Heu, je pense déjà que le point par rapport à ça, c'est qu'il faut pas avoir peur de se lancer sur des thématiques où il y a déjà des gros concurrents. Ça veut pas dire que tu vas pas pouvoir te faire une place et de 2, même comme l'a très bien dit, Arthur, heu, le parce que du coup, il y en a qui pourraient se dire: «Bah, je fais déjà des vidéos, donc quel est l'intérêt de refaire une chaîne sur le même sujet?» Et en fait, la preuve qu'il y avait déjà des concurrents et que toi, tu es arrivé, que tu as pu prendre des commissions, ça voudrait dire que si tu lances une nouvelle chaîne sur le même sujet, bah, la nouvelle pourra aussi faire des commissions. Moins peut-être, mais pour autant, c'est quand même, très très parlant et c'est sûr que ça fera aussi des commissions. Peut-être même qu'à terme, bah, peut-être qu'elle fera, plus de vues, tu sais pas, peut-être que, l'algo va mieux la pousser, peut-être que, pour se démarquer, bah, là, 100 des chaînes, c'est des mecs qui les font. Bah, tu fais, une vidéo avec un voice over féminin avec Eleven Labs. Peut-être que ce tout petit truc fait que ça va mieux répondre aux femmes qui vont entendre une femme Mmh. parler de ce sujet et se dire, bah, je sais pas, il y a peut-être, tu sais, quelque chose qui fait qu'elle va mieux convertir, auprès d'une audience, féminine, par exemple. Ouais, c'est Heu vrai. et et en tout cas, c'est je pense à un moment indispensable dans le scaling de faire ça, en tout cas. Et comme ça a déjà été très bien dit, ça permet de mieux négocier les deals, enfin moi, vu qu'il l'ai beaucoup fait dans d'autres thématiques, je sais que ça a un vrai impact parce que du coup, les gens disent, «Bah, moi, je veux que tu parles de moi, mais sur tous tes sites d'un coup». Bah, ouais, mais du coup, ça se monétise et du coup, tu peux vraiment vendre des sortes de packages, bien plus intéressants que si tu as juste, tu vois, une chaîne dans plein de sujets différents. Bah, au final, tu pourras pas vendre un package en mode, «Je te mets en avant Mmh. partout», quoi. Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai que ça permet aussi de multiplier du coup, ton nombre de vidéos, comme tu disais, si tu as une vidéo gagnante quoi, bah, Bah, au lieu ouais. de la faire 3 fois par an sur, ta même chaîne, tu peux la faire 6 fois par an sur 2 chaînes différentes quoi. C'est ça. Ou si tu as Mmh. 3 chaînes, au final, ça en fait 9 et limite ça prend, si tu Ouais. rankes bien, sur, le top 20 des résultats, si tu apparais 9 fois, franchement, tu as quand Mmh. même une chance de gratter beaucoup de commissions supplémentaires. Et tu as aussi un truc que les gens oublient, mais avant de prendre une décision d'achat, par exemple, les gens vont regarder une, 2, 3 Mmh. vidéos. Parfois, être d'ailleurs celui qui rank tout premier, en Ouais. général, tu fais beaucoup d'argent, mais c'est pas forcément toi qui vas recevoir 100 des commissions. Il y a aussi des gens qui après vont regarder le top 2 puis le top 3 et puis, d'autres qui vont descendre et puis qui vont juste scroller et ils vont voir une miniature avec un titre qui est un poil plus, putaclic, par exemple et eux, ils auront mieux réagi sur cette vidéo. Il y aura aussi des commissions qui vont tomber d'ici. Mmh. Enfin voilà, Ouais, puis il y a vraiment, enfin c'est à faire, quoi. ça j'ai pu l'observer d'ailleurs sur, les outils de tracking de mes affiliations, de voir que, bah, le gars qui a au final a utilisé mon code promo, bah, avant ça il était passé par une ou 2 vidéos de concurrents, tu vois? Et tu Ah peux ouais. voir par quel concurrent il est Bah, passé et tout. sur Affiliate, tu peux, le voir. Je sais pas si toi, c'est Ouais, via ouais, c'est Affiliate? ça, c'est Ah, tu ça, ouais. via Affiliate? Parce qu'Affiliate, moi, je l'ai fait, dans le CBD, pour une marque avec laquelle je bossais. Parfois, tu voyais tout le process et tu voyais qu'il passait par le site d'un concurrent, d'un deuxième concurrent, un site à toi, un autre site d'un autre concurrent, encore un site à toi. Tu dis: «Putain, c'est pas possible». Il regarde tous les sites et à la fin, bah, tu touches ta commission. Parfois, tu vois, par exemple, qu'ils ont commencé à regarder, tu sais, ils sont allés chez le concurrent le 1er janvier. Après, ils ont regardé une autre page le 3 janvier, une autre page le 6 janvier et chez toi, ils convertissent genre mi-février, tu vois? Enfin, Mais c'est ouais, du vraiment il coup, y a ils des montrent gens qui ont tout le des temps, processus d'achat qui sont Mmh. longs et avoir,
plusieurs personnes Bah, qui sont là. d'ailleurs, C'est pour utile. la Wizards Academy, on a certaines personnes qui mettent 1 an et demi avant d'acheter la formation, hein, et qui Oui, c'est vrai. consomment tout notre contenu entre-temps, et cetera. Donc il y a des fois le processus est vraiment, très long. Alors que Sur pourtant, c'est un le investissement très vite rentabilisé. Merci Johan pour le coup de pub, et vous pouvez évidemment trouver, les liens en description pour ceux que ça intéresse de rejoindre la Wizards Academy, qui est notre formation où on parle, en effet en grande partie d'affiliation et de YouTube ou de vente de liens, mais pas que, avec tout un écosystème privé où on communique entre membres sur Discord, dans un Discord hermétique et privé, avec un live tous les mois et avec des, sessions, de one to one à l'écrit pour choisir votre niche de marché pour ceux qui se lancent, par exemple sur YouTube, étant donné que la niche, c'est quand même, l'un des points les plus, importants et qui peuvent faire que parfois vous allez focus une niche pourrie, la focus pendant 6 mois, alors que, bah, en étant sur une bonne niche, vous auriez eu des résultats, radicalement différents. Comme ceux Su d'Yoann. Exactement. Moi, je voulais revenir vite fait parce que je crois que c'est Anto qui avait posé la question sur, est-ce que, volume de vidéos égale, plus de vues? J'invite tous ceux qui regardent cet épisode de podcast ou l'écoutent d'ailleurs, si vous avez l'occasion, allez voir une chaîne anglophone qui s'appelle Cyber News, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Grosso modo, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au vu des différentes analyses que j'ai fait récemment, toutes les chaînes qui spamment les vidéos à la mort, ça rejoint ce qu'a dit Johan, hein, dans l'idée. Et quand je dis spam, c'est ces chaînes-là, c'est une vidéo par heure, par jour, en fait. C'est n'importe quoi. Ils sortent 24 vidéos dans la journée. Et c'est un format, enfin, c'est que de l'affiliation derrière, où il y a sans doute du sponsoring, des mix, enfin, je l'espère pour eux, mais dans tous les cas, c'est un très gros média et ils font beaucoup, beaucoup de vues. Alors, ils font pas beaucoup de vues par vidéo, mais en fait, ils envoient tellement de volume que c'est rentable, et surtout qu'encore une fois, c'est sur des mots-clés intentionnels, et cetera. Donc, ils récupèrent un maximum de volume sur de l'affi, sur des trucs, sur du VPN, machin. Donc, c'est assez, c'est intéressant de regarder ça. Et donc, je vous confirme, parce qu'on a parlé de scaling horizontal, de refaire des chaînes, le scaling vertical, le fait d'aller aussi, chercher, plus de contenu sur une chaîne existante, c'est bien aussi. Donc idéalement, faut faire les 2. De toute façon, faut sans doute tout faire. Mais voilà. Mais en fait, c'est ça, la seule limite, c'est, bah, le temps qu'on a dans une journée Mmh. pour vraiment, bourriner, quoi. Mmh. Tes capacités d'automatisation. Exactement. Bah, de toute façon, tu peux pas allonger ta journée, donc il faut Bah, c'est compresser le ça, temps que hein, tu mets par vidéo. c'est ça. Arthur, tu avais Ouais, alors j'avais deux trois petits trucs. Je vois dans mes petites notes, Johan, si je me plante si je dis qu'il me semble que tu avais généré, tes premiers 1 700 € en 2 mois. Peut-être je suis complètement à côté de la Ouais, plaque. non, c'est ça, c'est ça. Je crois Voilà. que octobre, novembre, je crois qu'en Tu décembre, ouais, en as j'avais parlé des résultats un peu fulgurants, mais pareil, hein, les gens nous connaissent dans le Wizard Podcast, on est transparent, c'est pas des résultats normaux, hein. Tous nos élèves ont pas des résultats comme ça. C'est quand même des résultats assez exceptionnels qui sont complètement faisables, et ayant vu le contenu qu'a fait Johan, il fait du bon contenu, il y a pas de souci, mais il a pas fait du motion design de zinzin et tout pour avoir des résultats comme ça pour autant. C'est un mix entre bon contenu, régularité, bonne niche. Et en fait, ça suffit à faire des chocs à pic. Mais c'était juste pour reparler de ça, parce que c'est quand même assez ouf en 2 mois d'arriver au stade où tu fais de 1 700 balles de commission. Et il y a une autre petite anecdote assez chouette, je suis pas sûr que tu en aies parlé dans ce podcast non plus, mais c'est que la deuxième chaîne, ta chaîne Faceless, pour le coup, ah oui, tu c'est vrai. as fait ta première commission au bout de combien de vues? Ah ça, j'ai halluciné parce que ma deuxième chaîne, du coup, je l'ai lancée, peut-être un mois ou 2 mois après, ma première. Et donc la première chaîne, j'avais fait ma première commission au bout de 2 semaines, en ayant fait 4 vidéos. La deuxième chaîne, je tourne une vidéo, je la monte, je la poste. Le lendemain, je me réveille, elle avait fait 11 vues, j'avais fait ma première commission. C'est énorme. Ce qui est assez ouf, j'ai halluciné. Et donc ouais, en fait, vraiment avec les bonnes intentions de recherche et tout, même si la niche, pour le coup, cette niche-là, elle est ultra saturée, malgré ça, j'ai généré ma première commission ultra rapidement, quoi. Mmh. ça que c'est vrai que c'est sans doute une des niches les plus saturées, pour, savoir de laquelle tu parles. C'est assez dingue que c'est fait une com, je trouve. Enfin et que du coup, que tu en fasses régulièrement en plus des commissions, sur cette chaîne. Ouais, c'est ça, en fait, Mais c'est vraiment de assez la ouf place pour d'avoir tout le pris monde, un quoi. truc aussi saturé et que ça marche vraiment, quoi. Comme Mmh. quoi il y a vraiment c'est comme tu dis, hein, il y a de la place pour tout le monde. Comme quoi il y a tu
crée quelque chose et il se passera quelque chose, quoi, Mmh. concrètement pour les gens qui nous Exactement. écoutent. Je suis sûr, il y en a plein en plus qui nous écoutent depuis longtemps, qui savent que YouTube, bah, ça marche, qu'il y a des choses à faire et qui se disent, «Je vais le faire». Tu sais, je le ferai, mais demain, tu vois? Mmh Puis mh. le demain devient le surlendemain et ainsi de suite. Lancer vraiment quelque chose, en fait, Mmh. c'est vous aurez des résultats et au final, avoir ton premier résultat, c'est sans doute l'étincelle qui te fait dire: «OK, c'est vrai. OK, ça marche et OK, du coup, je continue et je scale». Tu vois? Peut-être que Exactement. toi, avant d'avoir ta première com d'affiliation, tu te disais peut-être, tu nous entendais en parler ou des trucs comme ça et tu te disais: «Bah, ça a l'air bien», tu vois? Mais est-ce que c'est vrai? Jusqu'au moment où ça devient vrai pour de enfin, tout de suite à un quelque chose que tu as créé, quoi. Ah ouais, non, le déclic, il est immense et surtout, il est immense, d'un point de vue global, dans le sens où j'ai pas eu juste le déclic pour cette chaîne-là. Ce déclic, il m'a permis d'être confiant, de me lancer sur d'autres niches et de me dire: «Il y a pas Ouais. de raison que ça marche pas sur ces niches-là, Mmh. quoi». Ouais, ouais. Tu peux nous dire, petit truc par rapport à la Wizard Academy, mais, hors la méthode, que du coup qui est expliquée de A à Z dedans, mais qu'est-ce que ça t'apporte, tu vois, de l'avoir rejoint? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement d'être dedans, pour, différents aspects, ceux que tu veux nous Bah, pour partager? moi, une fois que, qu'en piochant du coup dans les cours de la Wizards Academy, j'avais ma méthode, que je l'ai appliquée, que j'ai vu qu'elle fonctionnait et que j'avais juste à la répéter. Maintenant la plus la plus grosse plus-value, ouh c'est, dans le Discord, quoi. L'aspect communautaire, en fait, le fait de, se donner des tips et tout. C'est vrai que moi je suis pas non plus le plus actif sur le Discord, mais j'y passe régulièrement, je lis beaucoup et tout et bah, en fait, le fait de pas se sentir seul, ça paraît peut-être rien, mais en fait, c'est assez énorme et encore, moi, je sais que j'ai la chance de, pouvoir discuter avec, vous, avec d'autres personnes qui ont, je sais que tu adores ce mot Franck, mais le même mindset Bien sûr. et qui sont aussi tournés vers le make money. Mais je me dis pour les personnes qui sont pas du tout comme ça, qui sont dans le salariat, qui ont que des amis dans le salariat, pour qui tout ce qu'on raconte là, c'est que du bullshit. Mmh. Le fait d'être dans une communauté comme ça où chacun partage ses résultats, je pense que c'est une plus-value juste énorme, quoi. Ouais, ouais, pour moi, je pense d'ailleurs que pour beaucoup de gens qui ont des échecs d'entrepreneuriat, que ça soit en tant que solopreneur ou même, tu vois, des boîtes, je pense que tu as aussi ce truc d'être, mal entouré ou d'être entouré de personnes qui, bah, du coup, ne peuvent pas ni te soutenir, ni comprennent vraiment ce que tu fais et du coup, tu te sens seul et du coup, tu bloques. Tu personne à qui, tu vois, qui peut répondre à tes questions. Là, c'est vrai que l'avantage du Discord, c'est que et quoi, il doit y avoir au moins 400 ou 500 personnes sur le Discord privé. Peut-être qu'au moins 400, ça, c'est sûr. Quasi pour tout, il y a quelqu'un Ouais, qui a j'entends. il y a toujours quelqu'un qui aura une réponse à ta problématique, je pense. Ouais. Et pour moi, ça fait tout et que ça soit un contact, que ça soit, je sais pas, un tips, sur, «Je galère avec ma vidéo parce qu'il me manque tel truc, est-ce que quelqu'un a une solution?» Tu as toujours quelqu'un qui te sort un logiciel de son chapeau dont tu as jamais entendu parler et qui résout le problème que tu as, quoi. Non, c'est clair. Puis même en termes de motivation, en fait, de voir qu'il y a de Oui, aussi, ouais. l'activité, de voir des résultats et tout, parce que même si 14 jours, c'est rapide pour obtenir les premiers résultats comme dans mon cas, heu, quand pendant 2 semaines, tu te casses le cul à faire des vidéos, 2 vidéos par semaine et tout, 14 jours sans rien toucher, ça peut paraître, mine de rien, long, tu vois? Ah bah, Alors c'est clair. c'est peut-être mon cerveau qui est grillé à force de Imagine ceux consommer qui du font du TikTok, tu vois? SEO Mais et qui ont les premiers résultats au bout de 3 ou 6 mois bah, Un c'est an même. ça, ou 1 an parfois quand, le temps que ça se Mmh. débloque. c'est ça. À mon avis, il y a 90 des gens qui font leur Ah, qui première abandonnent, expérience là-dedans, qui abandonnent avant, bien avant, bien quoi. sûr. C'est l'avantage d'ailleurs de YouTube, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais je pense que pour, nous qui avons fait de l'affiliation de plein de façons différentes, je pense que c'est YouTube, c'est à la fois celle qui a la meilleure pérennité, qui est entre guillemets «une des plus simples d'accès» parce qu'il y a pas mal d'outils Mmh. qui sont gratos. En fait, tu peux même commencer, quasi full gratuit, hem et qui te permet quand même d'avoir des résultats assez rapides. Et très peu Donc de saturé, l'ordre de je rajouterais quelques aussi. et on a beau en parler, il y a Mmh. beau avoir de plus en plus de gens sur YouTube, il y a toujours une place à prendre, Mmh.
Et en effet, et là où c'est fort, c'est que des niches ultra saturées en SEO, par exemple, donc vraiment en référencement naturel de ton site, des trucs qui sont inaccessibles sans avoir un budget de, 50 ou 100 000 balles en te disant: «J'ai ce gros budget et je peux m'attaquer à un très gros marché». Tu vois? Je vais prendre celui de ta deuxième chaîne. Ouais, Jamais de la vie avec un site, tu serais allé faire une commission. Jamais de la vie. Il y a zéro monde où ça marchait. Et ben là, tu arrives avec, ta vidéo qui t'a coûté, juste un peu de temps à faire et tu fais des coms. Et tu peux te placer sur une niche qui est normalement inaccessible. Tu vois, je pensais à des niches inaccessibles en SEO comme le rachat de crédit. Et ben, en fait, ouais. tu peux arriver avec une chaîne YouTube et faire du rachat de crédit et clairement, faire vraiment de l'argent, tu vois? Et très bonne niche d'ailleurs, allez-y, faites-le. Johan, peut-être ta prochaine chaîne. Non, bah, allez-y, je vous la laisse, hein. Et pour le coup, vraiment, enfin, ça je rejoins du coup, ce que tu disais que, en fait, en termes de barrière à l'entrée, YouTube, c'est vraiment je pense dans la tête des gens, il y a toute la barrière de: «Ah mais il faut que je sache monter et cetera». Ouais. Mais en vrai, le montage que je fais, moi, c'est bidon, hein. Comme disait, Arthur, il y a pas de, motion design de malade ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des plans de moi qui parlent face cam, quelques b-roll qui sont ajoutés par-dessus. Donc les b-roll, c'est les images ou les vidéos d'illustration qu'on rajoute, que je chope gratuitement sur Pexels et c'est tout, quoi. En fait, si vous savez faire un glisser-déposer sur un ordinateur, vous savez faire du montage. Donc il y a vraiment aucune excuse. Si vous avez vraiment envie de lancer une chaîne YouTube, votre première vidéo, elle doit être postée ce soir. Moi, la chaîne que j'ai lancée, la Johan Jeux Crypto, je me suis levé un matin, je me suis dit: «Putain, j'aimerais bien créer une chaîne YouTube sur ce sujet». Le soir même, la vidéo, elle était postée et en fait, c'est ça, faut se Tu mettre en quand même mouvement. enregistré ta vidéo en pyjama. J'avoue, j'étais ma vidéo, j'étais en pyjama à la schlag complet, tu Mais vois? tu sais quoi? Vaut mieux ça et faire ta vidéo en pyjama et lancer quelque chose. Je pense que le moment où tu es lancé, après tu dis: «OK, vas-y, je continue». Exactement. Faut juste lancer. Mais ça, il y a trop de gens qui le comprennent pas, hein. C'est lunaire. Le nombre de gens, soit de famille, des proches, des amis et tout, j'ai notamment un très, très bon pote, à moi, un de mes meilleurs amis d'enfance, heu, qui pendant des années voyait ce que je faisais, est venu à Malte chez moi, a vu les trucs et tu sais, qui était un peu en mode, «Oui, il faudrait que je le fasse. Oui, il faudrait que je le fasse». Il a mis combien de temps? Il a dû mettre 6 ou 8 ans avant de faire un truc et maintenant il vit de ça. Enfin, tu vois, Ouais, c'est son seul regret, ça doit être de pas s'être lancé, plus tôt, ah quoi. bah, alors là, Bon c'est le après tu lui, vois? c'est le spécialiste pour pas se lancer à tête haute ou pour Non, mettre trop de bah, temps ça, à c'est faire les sûr. choses, mais Lui, il met trop de temps à faire les choses, mais il me l'a dit, hein, que s'il avait su, il aurait lancé avant, tu vois? Tu un peu envie de dire, si tu avais su, tu le savais, en fait, il suffisait de regarder et de faire. Mais bon, il y a des gens comme ça qui sont un peu plus longs au démarrage, mais vaut mieux le faire un jour. C'est mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Bah, moi, je plaide coupable, hein, si jamais j'avais su que la fille, ça pouvait marcher aussi bien, dès le début, enfin et pourtant je traînais avec vous, bah, c'est ça, c'est depuis ce un que j'allais moment, dire et tu vois? en fait, tu te disais qu'on était des vendeurs de rêves un Non, peu, non? non, De mais vraiment pas, tapis? mais en fait, je me disais: «Ouais, bah, en fait, ils sont juste bien plus forts que moi», tu vois? Et moi, avec mes compétences, sur Ouais. YouTube ou quoi, encore une fois, comme je vous disais, genre moi, l'image que j'avais de l'affiliation sur YouTube, c'était, tu sais, l'affiliation Amazon où tous les créateurs de Mmh. contenu disaient: «Ouais, bah, ça met un peu de beurre dans les épinards, mais c'est pas du tout ma source principale de revenus», tu vois? Ouais, parce qu'ils savent pas monétiser, en fait, c'est le problème de beaucoup de gens, mais de beaucoup de gens dans tous les domaines. Les gens savent pas gagner de l'argent, hein, concrètement. Mmh. Maintenant que toi, tu as vu que c'était aussi simple, tu dois te dire qu'on pue la merde, en fait, depuis ce début. Ah, Absolument pas. mais en vrai, ils étaient vraiment nuls, c'est si simple et tout. Je vous inviterai en interview sur mon podcast. Ouais, j'avoue. Bon, on invite les Wizards, 15 ans qu'ils sont là, toujours aussi à chier. Ça va les gars? Non, la seule envie par contre que ça a réveillé chez moi là, c'est vraiment de monter Le un scale. empire sur YouTube, le plus de chaînes possible et bon, je sais qu'il faut pas que je me Aïe, précipite et aïe, puis, aïe, attention Yoann, mets je tes le doigts sais, toi, le regarde, défocus et j'arrive. tout, tu vois? Mets tes doigts comme ça. Vas-y, vas-y. Non, 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 bien fais pas le sûr, con. Surtout que là, en bien sûr. réalité, tu as vraiment une bonne niche. Moi, je serais toi, je ferais vraiment ce qu'on a dit dans cet épisode. Pourquoi pas tester ta chaîne automatique? Parce que je pense qu'il y a un vrai sujet, avec ça et tu nous en as parlé brièvement et je pense qu'avec l'automatisation, avec les agents et cetera et c'est justement ce qu'on va développer dans la Wizards Academy dans les semaines à venir, notamment sur la partie YouTube. Donc là-dessus, je suis d'accord, si on peut le dire comme ça. Sur la partie, sur ta chaîne, secondaire, pourquoi pas et cetera.
Sur les shorts, tu m'as fait, changer d'avis et ça, je tiens quand même à le dire parce qu'à la base, hein, je suis le premier. On remonte un peu quelques épisodes de podcast, à dire: «Les shorts, c'est de la merde, faites du contenu long» et cetera. Mais je force est de constater que dans ton cas, ton éco ta stratégie de short, alimente assez bien, ta stratégie globale et que c'est plutôt positif pour toi et pour ce que tu fais, pour tes vidéos et en plus de ça, tes shorts, tu l'as expliqué, te permettent d'avoir des résultats organiques et tu as des shorts qui, comme une vidéo en fait, Ouais. montent en flèche depuis un moment, avec, juste sur les résultats de recherche, donc ça aussi c'est top et C'est vrai que j'ai mais oublié pour de le moi préciser ça, mais je j'ai des shorts où, les vues organiques via le SEO représentent 80 des vues de mon short, quoi. mmh. Alors que d'habitude, tu as 95 qui est Mmh. via le flux short qui se fait dans les premières heures et ensuite c'est, le plat, quoi. Mmh. Donc tout ça pour dire que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de scaler, tu vois, de lancer trop de chaînes et Ouais, bien sûr. il vaut mieux, je pense, être sûr de tamponner complètement, la niche qui marche particulièrement bien pour toi avant d'aller, scaler ailleurs. Je sais pas ce que Ah, vous ou en en la pensez, scalant avec d'autres Franck chaînes, et en tout cas, Anto? sur la même niche. Ouais, moi, je Oui. suis assez d'accord. Ouais. Et Bah, par contre, après, ça tu dépend. vois S'il met une journée pour faire une vidéo, il peut en retrouver, il peut faire plus de trucs maintenant. ouais, mais tu vois, pour moi, si je devais scaler, et alors là, j'imagine qu'il y a des concurrents en Europe. Peut-être que même, ton partenaire principal bosse dans l'Europe entière, tu vois? Je sais pas. Mais Pas peut-être encore, que pas mais encore, mais tu vois, tu as les scripts, tu as les sujets qui marchent. Ces sujets, ils marcheraient en Allemagne, ils marcheraient en Angleterre et en fait, refaire exactement les mêmes vidéos, mais cette fois-ci avec un partenaire en Allemagne, un partenaire Mmh. en Angleterre. Ah, pour moi, Dans le cas de c'est à Johan, mon avis, ça marche. enfin, on va pas trop s'étaler, mais Ouais, si tu c'est réfléchis un vrai que peu, c'est compliqué de sur mmh, ma niche spécifique, d'un pays à ouais, l'autre, il y a des trucs qui peuvent radicalement changer ouais. même si c'est le même partenaire. Oui, mais non, mais je parle pas du même partenaire. Je dis d'aller trouver un partenaire Ouais, et ouais. de faire ton micro travail de recherche pour savoir quel est Mmh. le truc qui va OK. marcher dans ce pays-là et de globalement, tu as le hook qui marche, tu as le script qui marche, Mmh. tu as 3 phrases à changer dans le truc pour t'adapter au pays dans lequel tu es. Je vois pas de pour connaître la chaîne, je vois pas comment tu pourrais pas la faire en allemand, hein. OK, ouais, bah, ça va me demander de la recherche effectivement comme tu dis. Genre, ce sera pas Ouais, juste mais un je bien passe la sûr. vidéo dans Eleven Tu peux Labs, pas la mais dub, ouais. effectivement, oui, oui, je vois ce Ah que tu veux oui, dire. ah non, je parle pas de dubbing, hein. Je Mmh. parle de faire le truc proprement, mais en OK, allemand, OK, avec un script dédié. OK. Mais pour moi, le scaling, il pourrait se faire et en fait, quand tu connais bien un sujet, je vais te reprendre le cas du CBD. Moi, le CBD, si j'avais voulu le scale à l'infini, bah, j'aurais fait comme certains concurrents qu'on fait, d'aller faire des sites similaires en Italie avec des partenaires en Italie, des sites Mmh, similaires, en Allemagne avec, tu vois? Et à chaque fois alors moi, c'est un cas où le CBD, c'est le même partout, alors que toi, il y a des variations, légères en fonction des pays. Mais je veux dire, la problématique des êtres humains qui sont derrière sont les mêmes. mmh. Ouais, ouais. Et ton script aura dans 4 allez, je pense que 80 ou 90 du script sera à peu près similaire. Il y aura quelques changements, mais c'est tout, quoi. Mmh. Peut-être que j'abuse, hein, peut-être qu'il y a plus de changements que ça, mais tu vois, je pense pas que c'est radicalement un changement radical de tout le script. Ouais, ouais. Non, faudra que je creuse effectivement, ouais, là-dessus. Et bon, enfin, et voilà. Et je pense que ça fait que, imaginons que tu as un partenaire qui scale en Europe, bah, en fait, si tu as déjà des chaînes, tu vois, tu es vraiment le partenaire privilégié. Tu peux commencer à dire: «Écoute, moi, je peux te pousser dans toute l'Europe. Toi, tu es en train de te lancer en Europe. Qui de mieux que moi, où tu sais que ça ramène déjà des clients pour, Mmh. faire Ouais, une c'est vrai. opération spéciale, un lancement spécifique», tu vois, qui est évidemment rémunéré, pas que à l'affiliation, qui est rémunéré avec un fixe, hein. Mais Ouais, bien sûr. bon, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Mmh. Je vais y penser parce que, effectivement, j'ai entendu dire qu'ils allaient scale en Europe donc Ah bah, donc tu vois, en plus de ça, waouh, je pense vraiment que, ouais, il y a un truc à faire. Hem, on le sait aujourd'hui sur YouTube, Johan, il y a plusieurs manières de monétiser son contenu. L'une des méthodes, et il y a d'ailleurs des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui font du contenu assisté par IA, par assisté par IA, mais en tout cas qui ont plusieurs chaînes, qui managent plusieurs chaînes et qui monétisent en grande partie avec AdSense justement. Pourquoi est-ce que de ton côté, tu as finalement pas choisi ce modèle et tu es plutôt parti vers le modèle de l'affiliation? Et qu'est-ce qui fait que selon toi, peut-être l'affiliation est un meilleur modèle que justement la monétisation via AdSense un peu plus standard?
Parce que j'ai expérimenté les 2 et il y a juste pas photo, en fait. Genre, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit, mais il y a aucune de mes chaînes sur lesquelles je génère de l'argent avec l'affiliation là, sur lesquelles j'ai débloqué la monétisation, YouTube. OK. Alors que quand j'avais lancé ma chaîne du coup, Yohan, Jeux Crypto là, bon, j'ai eu de la chance parce que j'étais sur une niche, qui était en forte croissance, donc du coup, j'ai pu débloquer la monétisation assez rapidement. Mais même après ça, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais dépassé les 200 € par mois de Google Ads. Mmh. Enfin, pour moi, il y a juste pas photo, quoi. Genre, là, je lance, une vidéo, le lendemain, elle me rapporte 20 balles. C'est Mmh. pour moi, c'était du jamais vu, quoi. Donc, enfin, pour avoir expérimenté les 2, il y a juste pas photo. Et d'ailleurs, là, si je voulais juste faire du Google Ads sur mes chaînes, bah, j'aurais toujours gagné 0 au bout de 6 mois, là. Parce que j'ai débloqué, la monétisation nulle part, donc, OK. De toute façon, ces 2, juste pour remettre du contexte, mais le financement par la pub est dédié au je trouve, pour moi, au divertissement. Divertissement dans qu'importe la chaîne, tu vois? Mais, c'est pas, faire des vidéos qui ont un potentiel de faire grand max, quelques milliers de vues, 10 000, même 20 000 vues. C'est pas ça qui fera qu'avec de la publicité, tu gagnes. Même avec les plus gros RPM. Même si tu étais avec, des revenus pour 1000 vues à 30 balles, en fait, c'est pas rentable. Parce qu'on n'est pas sur des niches qui permettent ça. Et pour ceux qui veulent vivre vraiment de AdSense, parce que ça peut marcher, mais faut vraiment à chaque fois te dire: «OK, qu'est-ce que je vais faire qui va pouvoir plaire à une masse énorme de gens?» mmh. et tu as des trucs, qui fonctionnent, soit qui parce que les gens sont curieux, soit, qu'importe la raison, mais il y a des trucs qui fonctionnent, mais ça va plus être en mode divertissement, ou ce genre de trucs. Parce que là, tu sais que tu peux aller chercher de la masse. Ouais, faire du volume. Mais d'autant plus que sur les niches avec un fort RPM, bah, si les annonceurs sont prêts à mettre autant pour afficher une pub sur ta vidéo, ça veut dire qu'ils sont aussi prêts à mettre beaucoup en Bien sûr, commission bien sûr. et tout ça. Donc pourquoi s'en priver, quoi? Ah ouais, ouais, c'est clair, hein. C'est clair. C'est pour ça qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y en a même qui ont des chaînes qui font pas mal de volume et qui mettent pas d'affiliation et tout, parce qu'en fait, ils savent pas monétiser. Ils sont pas conscients de l'argent qui dort sur leur chaîne et qui pourrait, monétiser avec un tu vois, ils se disent qu'avec un placement de produit à 1 500 balles, bah, c'est beau, ma vidéo, elle est bien rémunérée, alors que ça se trouve, ils auraient pris, quadruple en affiliation, quoi. Mmh. Ouais, c'est sûr. Bah, d'ailleurs, au Wizard Events, j'ai discuté avec, un membre qui, pas un membre de la formation, juste, quelqu'un comme ça, qui avait de grosses chaînes, enfin, qui produisait du très bon contenu sur, TikTok, YouTube et cetera, qui faisait énormément de vues. Ça se comptait en plusieurs millions, hein, il était sur, du format court. Et en fait, quand on a discuté ensemble et que je lui ai dit: «Bah, pourquoi tu fais pas de l'affiliation, quoi?» Il voyait pas, en fait, comment il pouvait, mettre en place de l'affiliation sur la chaîne. Et je lui ai dit: «Mais, en fait, en mettant en avant tel produit, des trucs que tu utilises déjà dans tes vidéos, machin et tout». Et j'espère qu'il a pris conscience, mais en fait, il aurait moyen de faire, x2, x3 sur ses revenus, mais largement, simplement en mettant, des liens affiliés et en Mmh. mettant en avant des produits dans ses vidéos, quoi. Mais Ouais. large. Mmh. Oh, ça m'étonne pas. Carrément. Super intéressant en tout cas Mmh. cet échange avec toi, Johan. Je pense qu'on arrive au bout. Vous avez des questions les gars pour Johan avant la Non, fin? c'est tout bon. C'est quoi tes objectifs? En termes de En termes de chiffres? moi, en En termes termes de de chiffres. chiffres, en termes de vues, de chaînes, de ce que tu veux? Bah, moi, là, le premier palier, ce serait d'atteindre les, 5 000 par mois d'ici la fin de l'année et heu et les 10 000 l'année prochaine, quoi. Allez, c'est beau. On Trop fait un bien. podcast, l'année prochaine pour vérifier. Ah bah, là, va falloir que je tienne l'engagement, là. Carrément, puis, de toute façon, moi ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir, comment, tu vas réussir à implémenter ta chaîne automatique. Moi, c'est vraiment des sujets sur lesquels je vais me brancher là ces prochains jours donc, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, c'est cool. Carrément. C'est cool. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Johan. Merci à tous ceux Mmh. qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant aussi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez une question pour Johan, d'ailleurs, avant que je l'oublie, Johan, qu'est-ce qu'on met en description te concernant, tes réseaux? Bah, ma chaîne, Johan Axi, Johan Afi. Afi, pardon. Yohan Axi, c'est de l'histoire ancienne. Johan Afi.
Et tu as peut-être un Twitter? Tu veux qu'on mette ton Twitter aussi? Non, bah, Twitter, c'est, mon Twitter crypto et tout, c'est pas OK, pertinent, je ça pense. marche. Et ben, on mettra ta chaîne Yoann Affi en description. Merci à vous tous, du coup, de nous avoir écoutés jusqu'ici. Abonnez-vous, likez, mettez les petites étoiles sur les plateformes d'écoute et nous, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode. Salut. Salut. Ciao. Merci, ciao.